Focus Podcast. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je reçois Claire Irigoyen, kinésithérapeute du sport. Claire accompagne des sportifs amateurs, semi-professionnels et professionnels dans différentes disciplines, mais son parcours ne s'arrête pas là. À l'âge de 19 ans, après 5 années d'errance médicale, elle est diagnostiquée d'une endométriose. Une expérience qui va profondément influencer sa vision de la santé et l'amener à se spécialiser sur cette maladie qui touche près d'une femme sur 10. Aujourd'hui, elle participe également à la formation des professionnels de santé à travers l'endométriose de A à Z, une formation déjà suivie par plus de 200 praticiens. Dans cet épisode, nous allons comprendre ce qu'est réellement l'endométriose, pourquoi le diagnostic reste souvent si long, quelles sont les solutions disponibles aujourd'hui, le rôle que peut jouer la kinésithérapie, l'importance de l'activité physique, de l'alimentation et de l'hygiène de vie, mais aussi parler du REDES, un sujet encore trop méconnu dans le monde du sport. Bref, je vous laisse vous installer. Bonne écoute à vous. Claire, bonjour et bienvenue sur le podcast. Merci beaucoup. Merci de me faire l'honneur de ta présence pour qu'on puisse discuter donc un petit peu de ton parcours et puis surtout de l'endométriose. Magnifique maladie. Ouais, on peut dire ça si comme je ça. puis dire. Est-ce que tu peux te présenter donc en quelques mots pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore? Alors, pour me présenter, je m'appelle Claire, j'ai 28 ans, donc je suis kiné depuis 5 ans maintenant. Donc kiné spécialisée dans la prise en charge sportive et plus précisément dans tout ce qui est femmes et sport, puisque c'était les sujets de mon mémoire et ça a toujours été ma grande passion. À côté de ça, du coup, on a lancé une formation endométriose, d'où ma venue, du coup, aujourd'hui. Donc l'endométriose, c'est une pathologie qui me tient très fortement à cœur puisque j'ai été patiente et j'étais en errance thérapeutique pendant des années, des années, des années. Et c'est aussi pour ça qu'on a lancé du coup cette formation parce que c'est dur quand on est patient et qu'on nous valdingue de gynécologue en gynécologue, de gastro en gastro, qu'on sait pas ce qu'on a et que on souffre. Donc c'est le but de cette formation, c'était que on puisse aider toutes ces femmes qui galèrent pendant en moyenne 7 ans de leur vie. C'est un peu long. Donc voilà, introduction un peu longue, mais voilà qui je suis. Non, c'est parfait. Aujourd'hui, donc, tu travailles avec des équipes et des sportifs de différents niveaux. Quel a été ton parcours pour devenir kiné du sport? Alors j'ai toujours voulu être kiné du sport. J'ai des parents qui sont assez sportifs, qui m'ont toujours fait faire du sport et du coup, je voulais être kiné du sport, peut-être un petit peu comme ma maman. Parce que pour la petite anecdote, mes parents se sont rencontrés sur le Paris-Dakar. Donc ma mère était kiné du sport sur le Paris-Dakar et ça m'a toujours fait rêver ce milieu sportif, d'être dans l'action, l'adrénaline, et cetera. Donc dès que j'ai voulu être kiné, je savais que c'était pour être kiné du sport. Donc j'ai orienté tous mes stages vers la kiné du sport. On va dire dès ma 2e année d'études, j'ai fait des stages complémentaires. Dès qu'il y avait des événements sportifs où il fallait des bénévoles, par exemple avec l'école de kiné, aller masser après des courses, des marathons, et cetera, forcément, je me portais volontaire pour acquérir le plus possible d'expérience et même à faire des stages complémentaires dès que je le pouvais. Suite à mon diplôme, du coup, et j'avais même commencé les formations, par exemple, de la clinique du coureur avant d'être diplômée kiné. Okay. Tout de suite, je me suis inscrite, je pense que j'ai dû avoir mon diplôme le 13 juillet, je pense, le 14 ou le 15, j'avais pris mon inscription pour la formation kiné du sport. Et tout de suite, j'ai cherché, du coup, j'ai eu l'opportunité de travailler assez vite dans le monde sportif par rapport au stage que j'avais fait en clinica. Donc le dernier stage qu'on a à faire en tant que kiné, du coup, sur notre 4e année d'études, c'est la dernière. Et en fait, j'ai tout de suite embrayé à faire le plus de sport possible. Donc je passais par le rugby, la natation artistique, le foot, le basket, le hand, et maintenant je suis plus spécialisée basket hand puisque c'est les principaux sports dans lesquels je travaille. Et l'athlétisme aussi quand même un peu. OK. Ouais, donc tu as quand même vu pas mal de sports, quoi. Donc, OK. Oui, j'ai essayé d'acquérir sur un minimum de temps le maximum d'expérience. Je m'étais noté quand même 3 choses. C'est qu'à un moment de ta vie, tu as voulu devenir archéologue. Oui, en Ça fait sort d'où? Alors, je sais pas, je pense que c'est ma passion pour aller fouiller, farfouiller. Bon, du coup, ça m'aide maintenant pour faire mes bilans diagnostiques, hein. Mais on va dire que quand j'étais gamine, j'adorais faire des trous, passer la terre au tamis, je sais pas, c'était une passion. Les dinosaures, j'adorais ça. J'ai jamais joué avec des poupées, moi, je jouais avec des dinosaures. C'était beaucoup plus intéressant. Et ouais, archéologue, ça me faisait rêver.
c'était vraiment le truc, incroyable. Je me disais: «Non mais waouh, ce métier est dingue». On trouve des espèces qui ont vécu il y a des millions d'années. Je trouve ça incroyable. J'avoue. Mais c'est vrai que du coup, tu es quand même parti, pas à l'opposé, mais pas loin. Disons qu'ils sont un peu plus vivants, les patients que j'ai. J'avoue. Je me suis noté aussi que c'était donc un accident de voiture que ta maman a subi, qui t'a donné aussi, l'envie de devenir kiné. Ouais, tout à fait. Quand j'avais 10 ans, ma maman, elle a eu un très grave accident où pour le coup, bah, elle s'est retrouvée à l'hôpital et enfin moi, j'étais en colonie de vacances à ce moment-là et je me rappelle que mon père, quand il est venu me chercher à la colonie, il m'a dit: «Bah, maman, elle a eu un très gros accident, tu sais, ce sera plus la même maman». Et bah, quand tu as 10 ans, c'est une phrase où tu comprends, mais sans vraiment comprendre et quand j'ai été la voir à l'hôpital et que, bah, tu vois ta mère, dans du plâtre, je pense, de la tête aux orteils, tu te fais: «Ouf». Effectivement et quand même elle, elle prend la parole pour te dire: «Bah, voilà, Claire, tu sais, j'ai des graves fractures, je pense que je remarcherai plus jamais». Et quand elle, elle est kiné et qu'un kiné te dit: «Je vais plus jamais remarcher parce que j'ai une lésion», enfin, du coup, elle avait pété quand même 4 vertèbres, il y avait potentiellement des lésions médulaires, plus elle avait éclaté, les os de son plateau tibial, au niveau d'une jambe. Tu dis: «Bon, ouais, effectivement, ça pue». Mais ça a été, le plus bel exemple que j'ai eu de ma vie parce que, bah, elle s'est battue. Elle allait, bah, faire de la kiné, elle y passait sa journée, au plateau tech à faire des exercices en plus de ses séances de kiné. Elle s'est battue, battue, battue et en vrai, quand j'ai vu le métier des kinés, je me suis dit: «Mais en fait, c'est incroyable». Ils ont permis à ma mère de remarcher et même elle, avec ses connaissances, elle a réussi à se battre pour détourner tous les diagnostics et je me suis dit: «Mais en fait, c'est trop cool ce métier». On peut redonner l'autonomie aux gens alors que, bah, c'était perdu d'avance et bah, la petite fille qui était là et qui regardait ça, je me suis dit: «Mais c'est un métier de super-héros, j'aime trop ce métier, je veux faire ça». J'avoue, vu de ce point de vue-là, ça a l'air exceptionnel, ouais. Ah ouais. Ça a été 2 années qui ont été, très, très, très difficiles parce que, bah, faire une année de 6e sans sa mère où, bah, mon père du coup il travaillait à fond, c'était compliqué et ça forge quand même et je me suis dit, enfin vraiment à partir de ce moment-là, archéologue, tout ça, on a mis de côté. Je me suis dit: «Non, moi je vais être super-héros, je vais être kiné». Et aujourd'hui, tu as remis, ta plus belle cape. C'est ça, c'est ça. Et le dernier truc que je m'étais noté, enfin, il y en a encore pas mal, hein, t'inquiète pas, mais tu as dit que tu es devenu kiné du sport car tu as raté ta propre carrière sportive. Est-ce que tu peux développer ça? Ouais, alors, ouais, moi j'avoue que le sport de haut niveau, ça a toujours été un truc où je me suis dit: «Non mais c'est incroyable, enfin moi je veux trop être sportive» et faut avoir des habilités pour ça. Et on va dire que moi, j'ai un potentiel de blessure qui est un peu trop conséquent et je suis pas assez performante. J'ai essayé pas mal de choses. J'ai fait de la natation artistique, ça a été quelque chose qui a marqué mon parcours de vie puisque, bah, en fait, ça m'a déclenché énormément de troubles, comme l'anorexie, où derrière ça m'a entraîné des gros problèmes de santé. Derrière, je me suis tout de suite, lancée dans la boxe parce que j'avais besoin de partir de cet univers féminin que j'avais trouvé très toxique. Enfin, en tout cas, là où j'étais, j'avais trouvé ça très toxique et bah, en fait, il y a toujours eu dans les sports que j'ai faits, bon, pas trop la natation artistique, mais on va dire dans la boxe, il y a eu des personnes qui ont cru en moi, qui m'ont emmenée sur des championnats et en fait, où c'était simple de gagner. Enfin, sans paraître hautaine ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que j'avais des habilités pour ce sport et bah, en fait, vite tu te dis: «Ouais, bon, sportive de haut niveau, ma grande, tu aurais été repérée plus grande, hein, donc enfin plus petite. Là, faut peut-être penser à un métier». À 16 ans, fallait penser et puis de toute façon, le métier de kiné, il m'attirait et pour le coup, prendre soin des athlètes de haut niveau, c'est quand même un job qui est enfin moi, que je trouve incroyable, en tout cas. Que tous les jours, quand je vois mes loulous qui grandissent, après on les voit signer leur contrat pro, on se dit: «Mais putain, mais trop bien, quoi». Enfin, je suis fière de vous. Vraiment les gars, je suis fière de vous. Ouais, c'est vrai que c'est, kiné du sport, même tout ce qui est préparateur physique, tout ça, c'est vrai qu'on doit, savoir se réjouir, on va dire, de la réussite des autres, mais tout en restant dans l'ombre. C'est C'était, ça. on avait discuté ça avec Loïs, sur un autre podcast. Il disait, au fait, c'est rare que quand un athlète gagne, ben, tu sois la personne qui soit remerciée en premier ou même tout court, hein, finalement, alors que tu as quand même joué un rôle assez important dans sa préparation. Et, et justement, cette préparation-là l'a certainement amené vers la réussite et à gagner les diverses compétitions qu'il a pu gagner, quoi. Mmh. Mais ouais, faut savoir réussir à faire ça, quoi.
C'est vrai que c'est ingrat, mais par contre, quand les remerciements tombent, ils ont un goût qui est juste exceptionnel, quoi. Enfin, il y a toujours des personnes qui ont quand même de la reconnaissance, bien heureusement, sinon, ce serait un métier peut-être un peu lassant. Mais mine de rien, alors je sais pas si parce que enfin, j'ai un public moi qui est très jeune, c'est-à-dire que on les a avant qu'ils aillent en centre de formation, avant qu'ils signent ces premiers contrats et en fait, on les a, ils sont en troisième, enfin même les plus jeunes au basket, elles sont en cinquième, sixième, cinquième. Donc en fait, bah, c'est vraiment des bébés des petits bébés qu'on accompagne. Alors des bébés, enfin des fois c'est des bébés qui font 1,90 m, mais qu'on accompagne, heu et ouais, peut-être qu'ils sont encore dans le système où ils remercient, peut-être parce qu'ils sont encore jeunes et on en a quand même beaucoup qui nous donnent des nouvelles après et ça, c'est quand même top. Je trouve de pas Ouais. oublier, d'où tu es parti, je trouve que c'est quand même bien. Ouais, j'avoue, c'est cool, hein. En parallèle de ton activité, tu t'es spécialisé sur l'endométriose car tu as été diagnostiqué à 19 ans après plusieurs années d'errance médicale, donc au total 5 ans, j'ai noté. Avec le recul, qu'est-ce que cette période t'a appris sur notre système de santé et sur la prise en charge des patientes? Ce sera difficile de dire des choses positives, je pense, de mon expérience en tout cas. Moi, ça a été assez compliqué parce que j'ai encore des médecins qui me disent: «Oui, mais madame, en même temps, vous étiez jeune, normalement, on a cette maladie un petit peu plus tard, hein». Ah bah, j'ai pas choisi, moi aussi j'aurais bien aimé l'avoir un peu plus tard monsieur, mais bon. Hem, on va dire que c'était difficile d'être prise au sérieux. En fait, quand on est jeune, quand on se rend compte qu'il y a des choses qui vont pas, même, au tout début, ma mère aussi avait du mal à se rendre compte. Dans le sens où, il y avait toujours ce truc de: «Elle en rajoute, elle en fait trop». Non, mais là, c'est pas possible. Mais, en fait, j'ai fait plusieurs malaises. Enfin, quand j'avais mes règles, je faisais des malaises de douleur. Et ça m'arrivait une fois au collège où en troisième, bah, j'ai fait un malaise, dans la salle de classe et il y a eu ce truc de: «Ah vraiment, c'est chochotte celle-là». Ouais, sauf que 2 jours plus tard, en fait, j'avais fait un énorme caillot et la douleur, enfin, en fait, on peut faire des caillots avec l'endométriose et moi, c'est un truc qui m'est beaucoup arrivé. Ça fait du sang coagulé, en fait, que l'utérus doit expulser et ça fait un mal de chien et ça m'a provoqué beaucoup de malaise et c'est vrai que quand, la première fois que ça m'est arrivé, donc ma mère m'emmène aux urgences. J'avais à ce moment-là, je crois que j'avais non, c'était pas la première, c'était la deuxième fois que ça m'est arrivé. J'étais en seconde, donc en seconde, on a environ, 15-16 ans et j'ai la secrétaire médicale, «Ah non, mais vous êtes pas enceinte madame?» Non, en fait, non, enfin, je suis sûre de moi, jamais de copain de ma vie, ma grande, comment te dire que sinon je m'appelle Marie. Donc non, je suis sûre que je suis pas enceinte. Non, mais enfin, c'est bon, c'est pas parce qu'il y a votre maître à côté, hein, enfin, vous pouvez me le dire, ça nous évitera, d'appeler les médecins, des fois pour rien. Non, non, appelez les médecins, en fait. Enfin, vraiment, il y a un problème, appelez les médecins, s'il vous plaît. Et c'est vraiment ce manque de sérieux que je retiens le plus et aussi ce truc de toujours minimiser des discours des médecins qui nous expliquent, que c'est normal d'avoir mal au ventre pendant ses règles, que c'est normal, que ça fait mal, et que, bah, faut prendre les médicaments, un petit peu d'Antadis et ça va passer après un petit space-fond. Et en fait, non, des fois, il y a des choses qui sont beaucoup plus graves et en fait, moi, je déplore le fait que ça a traîné et de ne pas avoir été entendu et ça, en fait, on le retrouve dans plein de pathologies, avec nos patients. Mais c'est vrai que, bah, une personne qui a mal, bah, faut la croire et ça, c'est encore difficile. Alors oui, il y a toujours des personnes enfin, on n'a pas tous le même système de douleur et on n'est même pas tous aussi sensibles à la douleur. Mais quand il y a un problème, bah, c'est vrai que écouter les gens, c'est quand même cool. Ouais, c'est sûr et puis après de toute façon, dès que tu arrives à l'hôpital, on te demande toujours sur un seuil de Ouais. 1 à 10, où est ta douleur, tu vois? Alors après, bon, bah, c'est sûr qu'il y en a peut-être qui gonflent ou alors il y en a peut-être qui, comme tu dis, qui sont plus sensibles que d'autres à la douleur. Après maintenant, bon, bah, voilà, si la personne elle te dit: «J'ai mal, 8, 9, 10», bon, bah, c'est vraiment qu'il y a quelque chose, quoi. C'est C'est ça. Et surtout, enfin, moi, je me rappelle quand je faisais mes malaises, on me disait: «Non, mais en fait, vous en rajoutez pas un peu? Non, mais t'inquiète, je serais pas tombée au milieu de la cour de récré devant tous mes camarades si vraiment il y avait un truc, quoi». Enfin, je suis ouais, tu quelqu'un m'étonnes. d'assez pudique et faire des malaises devant tout le monde, c'est pas non plus la panacée. Enfin, je pense que ça fait plaisir à personne.
Ouais, surtout quand tu es jeune, ça y va au lycée, Ah au mais c'est la collège, tout honte, quoi. ça, Vraiment, c'est la honte. C'est genre la faiblarde, qui fait ses malaises. Enfin, c'est la honte. Mais non, c'est ça. Alors que derrière, il y a une maladie, c'est réelle qui est ça, là, quoi. c'est ça. On parle de l'endométriose, mais qu'est-ce que c'est l'endométriose? On va peut-être commencer par ça. Grande question, qu'est-ce que l'endométriose? Et bah, l'endométriose, c'est une maladie chronique, on va dire bénigne au sens médical parce que, bah, elle n'est pas létale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mourir et ça n'affecte pas le pronostic vital. Mais par contre, ça provoque des douleurs intenses et parfois qui peuvent être même invalidantes, à tel point que ça peut être un handicap invisible, en fait, pour certaines femmes. Ça se cac Ça se caractérise, pardon, par la présence, en dehors de l'utérus, donc de glandes ou ce qu'on appelle aussi des stomas endométriales, donc vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de la muqueuse utérine, à l'extérieur de la cavité utérine. Donc ça veut dire qu'on peut retrouver, bah, ce qui est censé être à l'intérieur d'un utérus, parfois, au niveau, des parois digestives, de l'utérus, au niveau de la vessie, au niveau des ovaires et cetera. Après aussi, on différencie souvent endométriose d'adénomiose où l'adénomiose pour le coup, c'est avant ils appelaient ça, endométriose interne, mais maintenant ils ont vraiment dissocié les 2 pathologies. Et pour le coup, l'adénomiose, donc c'est des cellules de l'intérieur de la muqueuse superficielle qui se retrouvent à l'intérieur du muscle utérin. OK. Donc ça, c'est Voilà, ce qui se passe concrètement dans le corps lorsqu'une femme, elle souffre d'endométriose. c'est ça, grosso modo. Comment se développe, la maladie, du coup? Et bah, ça, c'est encore une très bonne question que les scientifiques n'ont pas vraiment, trouvé de solution adéquate. Il y a eu plein de théories, qui ont été évoquées, mais il y en a aucune, qui a abouti en disant: «Non mais c'est bon, on a trouvé les gars, c'est pour ça que les femmes ont de l'endométriose». En premier, enfin, une on va dire dans les théories les plus connues, on a les menstruations rétrogrades, c'est-à-dire que, bah, les trompes de Fallope, je crois, elles ne sont pas fermées. Donc c'est vrai que c'est plutôt logique de se dire que, bah, il peut y avoir des cellules de la muqueuse de l'utérus qui vont venir, fuiter par les trompes de Fallope et se retrouver dans la cavité abdominale. Sauf qu'en fait, bah, manque de peau, bah, ça arrive chez des femmes, du coup, qui n'ont pas d'endométriose. Donc ça peut être physiologique. Donc ça peut pas vraiment expliquer, le pourquoi du comment certaines ont de l'endométriose et d'autres n'en ont pas. Après, il y a eu des causes, embryologiques parce qu'en fait, il y a eu des dissections, bon, c'est un peu gore, mais il y a des dissections de fœtus, féminins où ils ont retrouvé de l'endométriose chez des petites nénettes, du coup, qui étaient même pas nées. Donc aussi, tu te poses le quid, pourquoi un bébé pourrait avoir de l'endométriose? Bah, ils ont pas trouvé la solution. Après, enfin, il y a eu des théories où ils ont appelé ça à un moment le cancer blanc, en fait, que ce serait comme une prolifération, cancéreuse. Donc en fait, ce seraient les cellules qui iraient migrer et c'est vrai qu'il y a ce phénomène d'angiogénèse, c'est-à-dire que, bah, un cancer, quand il vient se développer, il amène son supermarché avec lui. Il y a les vaisseaux sanguins qui s'installent, il y a les nerfs qui s'installent, enfin, grosso modo, il fait son petit, cocon pour qu'il soit bien, bien, bien et qu'il se développe et bah, l'endométriose, ça fait un petit peu la même chose. Une fois que les cellules de l'intérieur de l'utérus, du coup, vont migrer ailleurs, elles vont s'installer, il y a de la néovascularisation qui va arriver, ça s'innerve, il y a des afflux, inflammatoires et cetera. Enfin, donc du coup, elle se met bien et elle s'installe, grosso modo. Donc voilà, il y a eu plein, plein de théories qui ont été évoquées, mais sans vraiment qu'il y ait, que les scientifiques arrivent à se mettre d'accord en disant: «Non mais c'est bon là, on a trouvé the théorie d'implantation. Pour l'instant, on n'a pas la solution». Mais peut-être qu'avec plus, d'études et plus de financement, on pourra trouver un jour la cause de l'endométriose. Ouais, ça dépend où le financement, va, pour quelle cause, quoi. C'est ça. Mais, sachant qu'il y a plus de financement, pour, du coup, la calvitie, que pour la santé de la femme, mais bon, un jour ça arrivera. Un jour. En tout cas, je vous le souhaite, ouais. Quels sont les symptômes les plus fréquents, que rencontrent, les femmes? Il y en a plein. Il y en a plein, plein, plein. On va dire le symptôme les plus fréquents, bah, c'est tout ce qui est douleurs, menstruelles. Pour le coup, là, bah, c'est des douleurs de ventre. Après, dans les symptômes les plus connus, il y a tout ce qui est dyspareunie, donc c'est les douleurs, lors des rapports sexuels, les douleurs, pour aller uriner, pour aller déféquer, lourdeur, du coup pelvienne, douleurs lombaires, douleurs d'irradiation, l'infertilité aussi, du coup qui est quand même quelque chose qui est retrouvé entre 35 et 50 des cas, donc non négligeable. Heu mais après des symptômes, il y en a autant qu'il y a de femmes qui ont de l'endométriose. Mais enfin, on va dire le critère, ça va être des douleurs, pendant souvent, les menstruations,
et aussi pendant l'ovulation aussi. Mais c'est des douleurs du coup qui sont cycliques. Ok. Et toutes les femmes atteintes souffrent forcément de douleurs fortes ou pas? Et bah, ça dépend. Ça, c'est un truc où pour les coups, les scientifiques se sont accordés sur le sujet. L'intensité, des lésions n'est pas corrélée à la douleur. C'est-à-dire que, il y a des femmes qui ont ce qu'on appelle de l'endométriose superficielle, qui vont avoir des douleurs, mais vraiment à s'en taper les fesses par terre tellement elles ont mal. Alors qu'il y a des femmes qui ont une endométriose, mais profonde, avec des lésions et cetera, qui sont vraiment très étendues et pour le coup, bah, des fois, le diagnostic, il se fait super tard parce que, bah, elles sont pas si mal que ça ou elles tolèrent peut-être mieux leur douleur. Et est-ce qu'on peut souffrir d'endométriose sans le savoir? Oui, totalement, totalement et souvent, c'est des découvertes qui sont fortuites. C'est-à-dire, c'est des femmes qui ont eu l'habitude d'avoir des douleurs. Ça, j'ai plein de patientes, dans ces situations-là, où pour le coup, par exemple, ça se découvre, avec une césarienne, ou ça va se découvrir avec une opération, pour, l'appendicite. Des petits trucs comme ça où c'est anodin et en fait, bah, les chirurgiens ils regardent, ils font: vous n'avez pas de l'endométriose madame?» «Bah, non, pourquoi?» «Ah si, si, je vous assure». En fait, quand ils ouvrent, ils se rendent compte que Ouais, il y a des adhérences à droite à gauche et c'est là que tu vois que c'est ça. Il y a un petit supplément, quoi. OK. Quels sont aujourd'hui les principaux mythes et idées reçues qui circulent encore, sur cette maladie? Il y en a plein. Je pense le mythe que, moi, pour le coup, on me l'a dit et j'ai plein de nénettes qui arrivent avec cette idée préconçue qui, en fait, qui se disent et c'est souvent les gynécos qui véhiculent, ces idées-là. Enfin, en tout cas, moi, j'ai toujours entendu des gynécos en parler. C'est, «Ah non, mais l'endométriose, quand vous allez avoir votre enfant, après, ça va partir». Bah, spoiler alerte, non et même, bah, il y a des cas d'endométriose qui se déclenchent après des grossesses et par exemple, quand on parle d'adénomiose, bah, plus on a de grossesse et plus on a de risques, en fait, d'avoir de l'adénomiose, par exemple. C'est un facteur de risque. Après un autre, mythe, je trouve qui est très, très répandu, bah, un des adénomiose endométriose interne, du coup, c'est quand même un mythe, qui est assez répandu. C'est plus une explication simplifiée, je dirais, que vraiment un mythe. Après, le nombre de personnes aussi qui disent: «Ouais, l'endométriose, c'est une maladie à la mode», je pense que ça, c'est un truc qui me saoule aussi très, très fortement. Ah, c'est un truc Heu, que tu peux pas dire ça. ouais, non, ça, c'est le truc qu'il faut pas dire et pour le coup, bon, bah, mea culpa, mais c'est souvent les hommes, hein, qui j'ai souvent entendu ça de la part Oui, d'hommes: bah, de «Ah toute ouais, façon, ouais, la nouvelle j'imagine, ouais. maladie à la mode». Ah! Ah! Ouais, ouais, c'est ça, mais je vais t'expliquer. Après, oh, des mythes, il y en a, quoi d'autre? Mais bah, des mythes sur la fertilité aussi, enfin pareil, «Ah non, mais tu as de l'endométriose, mais tu pourras jamais avoir d'enfant». Bah, heureusement que si, quand même et heureusement qu'il y a des médecins qui travaillent formidablement bien et qu'il y a des parcours maintenant qui existent, pour aider ces femmes, heu, par des PMA et cetera. Mais le truc de: «Ouais, bah, tu as de l'endométriose, tu auras jamais d'enfant», ça c'est quand même, et que l'endométriose c'est que, gynécologique. Je pense que ça c'est le mythe, c'est vrai que si je devais le mettre en top, je le mettrais en top 1. L'endométriose c'est gynécologique. Bah, non en fait et c'est pour ça que dans la définition, ils disent bien que c'est une pathologie qui est systémique dans le sens où tout est impacté. Enfin, c'est pas que l'appareil reproducteur en fait, qui est touché par la maladie, mais c'est vraiment ça peut être tout. Parce qu'il y a des cas d'endométriose qui sont juste hardcore avec, ce qu'on appelle par exemple, des nanas qui font des pneumothorax, ce qu'on appelle des pneumothorax catalamiales. En fait, au moment de leurs règles, bah, en fait, elles ont des lésions au niveau, des poumons ou de la plèvre et en fait, le truc gonfle, saigne, ça décolle, ça fait un pneumothorax. Allez, c'est pas très gynécologique, quoi. C'est plus de la pneumo. Mais voilà, enfin des AVC suite à de l'endométriose, enfin des trucs, enfin quand on regarde la littérature, pendant qu'on a construit la formation, plus je lisais et plus je me disais: «Oh waouh!» Moi qui pensais connaître un minimum de choses sur l'endométriose, mais en fait je ne sais rien et c'est 10 fois pire que ce que je pensais, quoi. Enfin c'est vraiment un truc de ouf l'endométriose. Donc justement, ça par rapport aux chiffres, donc ça touche, près d'une femme sur 10, donc ce Mmh. qui est quand même, énorme. Donc vu que c'est pas que gynécologique, quels sont les impacts physiques, psychologiques, sociaux et professionnels justement de l'endométriose? Les impacts ils sont, bah, comme tu l'as très bien dit, sont multiples et variés. Sur tout ce qui est psychologique, bah, forcément il va y avoir les douleurs,
des invalidités, des fois, qui sont, assez conséquentes. Et forcément, ça joue sur tout. Quand tu as mal, tu es pas dans un état, au top de ta forme. Les femmes qui ont de l'endo, elles sont beaucoup plus sujettes à tout ce qui est anxiété et dépression, heu, au même titre qu'une maladie chronique. Quelqu'un qui a mal au dos, depuis 20 ans, forcément, il va pas bien dans sa tête parce qu'il fait de moins en moins de choses. Il s'isole de plus en plus et c'est ce qu'on appelle le cercle vicieux, pardon. Pour le coup, l'endométriose, c'est exactement de la même chose. Souvent pendant les formations, c'est ce que je dis aux apprenants, l'endométriose, vous voyez ça comme, une pathologie entre guillemets qu'on connaît peu, mais on sait traiter un lombalgie chronique et une endométriose, en fait, faut considérer que c'est quelqu'un qui a une pathologie chronique et ça, on sait très, très bien le faire. Donc c'est des impacts, où la personne, elle est souvent isolée, elle fait de moins en moins de choses parce qu'elle a mal, donc elle se déconditionne, donc moins de musculature, des fois des prises de poids ou des fois des troubles du comportement alimentaire parce que, quand on a mal au ventre, on n'a pas forcément envie de s'alimenter autant qu'on ne le devrait. Ça peut être aussi, des isolements. Enfin, des fois, ça peut être compliqué dans une relation de couple, de faire comprendre au partenaire que, avoir des rapports sexuels, en fait, ça fait mal et que, faut s'y prendre autrement. Faut que la personne ait la patience et la compréhension, d'accompagner, en fait, sa conjointe et en fait, il y a plein de nanas qui se font quitter, et ça n'arrange pas les problèmes d'anxiété et de dépression d'avoir des partenaires, de vie, non compréhensifs et surtout ce qui est professionnel, forcément quand on a mal au ventre, il y a des moments où c'est complexe. Il y a des moments où, il y a besoin d'aller s'allonger, besoin de mettre une bouillotte sur le bide, d'aller prendre des médocs parce que, rester debout ou tenir son poste de travail avec une crise d'endométriose, mais c'est ultra difficile. Je sais que ça m'est arrivé, en plus, des fois, sur des compétitions, tu au bout du rouleau, tu as juste envie d'être allongé, d'avoir ta bouillotte sur le ventre. Mais non, tu as un match, du coup, là, tu es parti pour 2 fois 30 minutes. S'il y a quelqu'un qui tombe sur le terrain, va courir pour aller le chercher. Heu, il y a des moments où tu dis: «Ah ouais, là, ça va être la journée va être difficile» et pour ces femmes, effectivement, au niveau professionnel, c'est difficile. En Espagne, ils ont mis en place des congés, du coup, pour règles douloureuses. Mais si on pouvait faire la même chose en France, mais pour toutes les nanas qui ont de l'endométriose, mais je pense que ce serait, fête nationale, quoi. Ouais, j'allais dire justement, il parlait d'un congé, menstruel tout simplement, Ouais, hein, tout à voilà, faut fait. dire le mot, pour les personnes qui, ouais, qui ont, des règles douloureuses ou Mmh. alors, des règles abondantes et cetera. C'est vrai que comme tu dis, tu es pas au top de ta forme et des fois, c'est même contre-productif de venir au Ouais. travail parce que tu peux faire des erreurs ou autre parce que tu as la tête ailleurs, tu es plus faible que d'habitude. Donc à discuter, ouais, je pense, un peu plus haut, Mmh. dans les hautes sphères. Tout à fait. Et pour en revenir justement aussi au fait, du compagnon qui peut quitter, la personne atteinte d'endométriose ou même, carrément d'autres maladies. Moi, je dis toujours bon après ça dépend, hein, voilà, si tu avec la personne depuis une semaine ou ça fait 10 ans, mais quand tu es avec quelqu'un qui a une maladie, une pathologie ou peu importe le mot qu'on pourrait mettre sur diverses, maladies, hem, je pense que le rôle, c'est déjà de s'informer, d'essayer de comprendre et de pouvoir, la délester de certaines tâches peut-être du quotidien. Alors, ça peut être du ménage, ça peut être des courses, ça peut être, la garde des enfants, ça peut être, gestion du planning, hebdomadaire et cetera et cetera. Mais, je pense que même je discutais aussi avec Gaëlle Baldassari qui elle, est, la fondatrice de Kiffe ton cycle. Donc on parlait justement des règles et cetera et rien qu'une femme qui a des règles, donc quasiment, la plupart des femmes, hein, Normalement. voilà, normalement, sauf souci. Mais, je pense que, voilà, il y a des moments, dans le mois où, les règles arrivent et c'est peut-être bien aussi de pouvoir comprendre ce qui se passe, dans votre corps, dans votre tête, et cetera, pour, peut-être, améliorer tout simplement le couple. Parce que je pense qu'il y a des gens qui disent: «Ouais, ma femme, elle fait chier et cetera, elle a ses règles et tout». C'est le truc qu'on entend, beaucoup, hein, en tant que mec, hein. Mais, je me dis juste des fois si tu essaies juste de la comprendre un peu et sur les 2-3 jours là, tu fais des efforts, tu vois? Parce que bon, il y en a pour certains, c'est compliqué d'en faire pendant 30 jours, mais je me dis juste si pendant les quelques jours là, tu essayes un petit peu de faire des efforts, je pense que dans ton couple, ça pourrait déjà aller beaucoup mieux. Ah Mais bah, c'est encore faut-il sûr. s'intéresser, comprendre et se mettre à la place, des femmes tout simplement, quoi. C'est ça.
Donc oui. Enfin. Aujourd'hui, comment on fait pour poser un diagnostic d'endométriose? Le diagnostic, en réalité, si on regarde dans tout ce qui est médical, on va parler pardon, de gold standard. Gold standard, c'est genre, en gros, le truc à coup sûr où tu sais qu'il y a cette maladie-là. Aujourd'hui, le gold standard, c'est la laparoscopie, c'est-à-dire qu'il faudrait ouvrir, le bidou, passer une petite caméra et aller regarder. Pour des raisons assez évidentes, c'est compliqué d'ouvrir le bide à tout le monde, pour dire: «Ouais, toi, tu as de l'endo, toi, tu as pas de l'endo, toi, tu as de l'endo, toi, tu as pas d'endo». Donc ça repose plus, sur, ça peut être des questionnaires, mais en tout cas, c'est la symptomatologie, c'est-à-dire ce que la patiente va décrire et on va confronter ça à des imageries où du coup, ce sera plus IRM, écho, mais par des personnes spécialisées. Parce que si, on fait passer à ces patientes, une IRM, on va dire, dans le centre d'imagerie du coin, déjà, dans les centres d'imagerie du coin, elles arrivent à louper, des fractures, des ligaments qui sont plus là et cetera et à dire que tout va bien. Alors de l'endométriose, comment dire qu'un truc aussi spécialisé et aussi, méticuleux, faut mieux que ce soit des personnes spécialisées dans le domaine. Mais normalement, même si ça ne se voit pas sur les imageries, ça arrive assez souvent. J'ai une copine, qui est une patiente également, où pour le coup, sur ses symptômes, c'est sûr qu'elle a de l'endométriose et quand ils lui ont fait passer du coup un IRM, pour faire, ce qu'on appelle une cartographie, donc regarder où est-ce que sont les lésions. L'IRM est revenue, pourtant par un spécialiste, sans endométriose. Elle était très déçue à se dire: «Mais en fait, moi qui pensais qu'on avait trouvé le truc, finalement c'est pas ça et cetera, je comprends pas». Mais tous ces symptômes, en fait, montrent qu'elle a de l'endométriose. Donc OK, en imagerie, on ne le voit pas, peut-être que c'est superficiel ou peut-être que ce n'est pas localisé à des endroits qui se voient sur l'IRM. Donc les symptômes priment sur l'imagerie et la réponse au traitement hormonal aussi, qui est quand même un gros facteur, prédictif de la pathologie. Quand une femme donc elle souffre de règles douloureuses, à quel moment, elle doit consulter? Parce que toi donc tu dis que tu avais des douleurs, mais est-ce que du coup, tu te dis: «Bon, j'attends un petit peu, ça va passer» ou alors, tu essaies d'aller consulter, le plus rapidement possible? Parce que, à rappeler, c'est pas, normal, d'avoir des règles douloureuses. 100 d'accord. Moi, je dirais qu'à partir du moment où les règles sont douloureuses, faut aller consulter. Parce qu'on parle d'endométriose, mais il y a plein d'autres pathologies où en fait, il y a des règles douloureuses et en fait, des fois, ça arrive où c'est juste physiologique d'avoir des règles douloureuses. Il y a des femmes qui ont des règles plus douloureuses que d'autres, plus abondantes et cetera, sans qu'il y ait de pathologie sous-jacente derrière. Mais il peut y avoir des choses qui peuvent être mises en place pour, «soulager» entre guillemets ces femmes. Donc je dirais que faut aller consulter. Quoi qu'il en soit, faut aller consulter. Ouais et puis vu le temps de diagnostic, vaut mieux, y aller Ouais, vaut tôt, mieux s'y prendre tôt, ouais. Ça fait malheureusement. gagner du temps. Est-ce qu'il y a, différents stades ou différentes formes d'endométriose? Tout à fait. Effectivement, avant la classification, c'était par grade. Donc, les médecins, ils aimaient bien faire, grade, léger, grade modéré, grave, ultra grave. Maintenant, ils parlent plus de forme. Donc en fait, ils ont sectorisé. Donc tout ce qui est endométriose, du coup, superficielle, où l'infiltration du tissu, du coup, elle est peu profonde. Il y a l'endométriose profonde où pour le coup, là, l'infiltration des tissus, pour le coup, elle est, du coup, très profondément, dans les autres tissus et après, il va y avoir tout ce qui est endométriose extra-pelvienne, c'est-à-dire en dehors de la cavité pelvienne, donc ça peut être digestive, on a parlé tout à l'heure pulmonaire. Moi, un truc qui m'a fascinée, du coup, quand on a écrit la formation, c'est sur tout ce qui est endométriose du système, musculo-squelettique avec, toutes les invaginations au niveau des nerfs, donc toutes les sciatiques dues à l'endométriose, ou aussi ça peut être des douleurs, mais improbables dans des poignets, des douleurs d'épaule et notamment à l'épaule droite, parce qu'il y a une corrélation, en fait, il y a un passage qui se fait plus facilement à droite. Donc il y a plein de nanas qui avaient de l'endométriose, en fait, à l'épaule, enfin, avec des douleurs, qui revenaient, à chaque fois, tout le temps, au moment des règles. Enfin, il y a des cas qui sont juste fascinants, pour le coup. Et ça m'a vraiment du coup en endométriose extra-pelvienne, je me suis dit: «Mais endométriose du système musculo-squelettique». Mais pour moi, kiné, où c'est entre guillemets «notre cœur de métier» de s'occuper du musculo-squelettique, mais j'étais là, j'étais: «Mais waouh!» J'ai découvert un nouveau monde. J'étais: «Mais c'est trop intéressant, c'est génial». Enfin intéressant. Oui, si c'est intéressant,
Juste des fois, tu te dis: «Waouh, ça fait peur». Ça veut dire que j'ai peut-être loupé des diagnostics chez certaines nanas, mais c'est pas grave. Maintenant je sais, je peux ne plus trop louper de choses. Ouais, bah, après c'est ça, tu rajoutes des cordes à ton arc, C'est ça. avec l'expérience, avec les années qui passent, tu continues à te former et c'est ça qui fait que, bah, tu deviens une praticienne, de plus en plus efficace. Mmh, tout à fait. Donc une fois que le diagnostic est posé, quelles sont, les grandes options de prise en charge? Alors, le traitement le plus efficace, malheureusement, ça reste, tout ce qui est prise hormonale. C'est-à-dire que c'est stabilisé, par, en fait, c'est supprimer, le saignement qui pose problème. Donc ça passe par, des substituts hormonaux qui vont venir bloquer, le saignement de la muqueuse intra-utérine et du coup, de ces petites proliférations, diverses et variées. Ça reste le traitement numéro un. Après, il peut y avoir des traitements aussi, enfin, du coup, on peut mettre des antalgiques en place, enfin, là, pour le coup, c'est le médecin qui va mettre en place son arsenal. Gynécologue, médecin, c'est eux qui vont prescrire les médicaments. Ensuite, pour les cas les plus graves, il peut y avoir des traitements chirurgicaux qui peut être mis en place, heu, où pour le coup, bah, enfin, ils viennent, enlever, gratter, les lésions pour essayer de libérer. Ça se fait notamment beaucoup pour tout ce qui est infertilité et cetera, où pour le coup, on vient, enlever, les fibroses, tout ce qui est, éléments, du coup, qui peuvent gêner la procréation, et aussi pour tout ce qui est endométriose, du coup, trop douloureuse, où pareil, ils viennent opérer quand il y a trop de prolifération et cetera. Avant par contre, ça c'est un truc que j'essaye de sensibiliser sur ça. Il y avait beaucoup de propositions d'hystérectomie. Supprimer l'utérus ne supprime pas l'endométriose. Par contre, l'hystérectomie pardon, pour l'adénomiose, oui, mais pas pour l'endométriose et ça, c'est un truc qui a été fait pendant des années, des années, des années et des années. Ma grand-mère, je suis persuadée qu'elle souffrait d'endométriose. Elle a toujours eu des problèmes. Elle a fait beaucoup de fausses couches. Elle a toujours eu des douleurs au ventre. Ils lui ont tout enlevé en disant que ce serait la solution. Alors qu'elle a toujours eu des symptômes d'endométriose. Enfin, de ce qu'on m'a raconté et même quand j'ai discuté avec elle, c'était des symptômes d'endométriose. On lui a enlevé l'utérus et OK, c'était OK dans les années, dans les années 70 parce qu'ils savaient pas faire autre chose. Mais à l'heure actuelle, en 2026, d'opérer et d'enlever, l'utérus, c'est un gynécologue qui est ultra connu sur les réseaux sociaux. Bien sûr, au moment d'en parler, j'ai oublié son nom, le pauvre, ça va me revenir. Mais il fait beaucoup de sensibilisation sur ça aussi, où il dit: «Bah, adénomiose, hystérectomie, OK. Endométriose, hystérectomie, c'est pas OK». Ouais, il faut vraiment savoir dissocier les 2, quoi. C'est ça. OK, OK. On va parler un petit peu du rôle du kiné, parce que beaucoup de personnes associent, le kiné à la rééducation, post-blessure. Mais, quel est son rôle dans l'endométriose? Et ben, notre rôle, il est multiple et varié. On peut faire plein de choses et c'est surtout, nous, on va dire les médecins, leur boulot, c'est d'essayer de réduire, heu, je peux pas dire l'aggravation, mais en tout cas réduire les symptômes de la maladie sur le plan médical. Donc, comme on en a parlé. Nous, notre rôle, ça va être d'aider à soulager les symptômes. Donc ça va être, par exemple, de la thérapie manuelle, en fonction, des localisations des douleurs. Par exemple, si on a quelqu'un qui a des gros symptômes, lombo-pelviens, c'est-à-dire des grosses douleurs bas du dos, douleurs d'irradiation au niveau de l'abdomen et du pelvis, bah, nous, en fait, on peut sortir tout notre arsenal thérapeutique qu'on a, donc de la thérapie manuelle. On peut apprendre à faire des massages aux patientes pour aider à les soulager. On peut leur prescrire et leur apprendre à faire, des postures, du yoga, des étirements, même des exercices après quand elles vont un petit peu mieux. En fait, pour les aider à retrouver leur autonomie, qui est des fois perdue par, ce qu'on a dit, «J'ai mal, je bouge moins, je fais de moins en moins de choses» et on tombe dans un cercle du coup qui est assez néfaste. En fait, les remettre dans un système, beaucoup plus positif, de reprendre confiance en son corps, de reprendre, j'adore ce terme, anglophone, je suis très mauvaise en anglais, mais l'empowerment. C'est-à-dire, je reprends confiance en ma capacité, en mon corps et je reprends confiance en moi, en fait. Parce que souvent, c'est des femmes qui ont une perte d'estime d'elles-mêmes qui est assez conséquent. En même temps, elles ont passé, entre 5 et 7 ans, à leur dire que c'était dans leur tête et que, bah, enfin, elles avaient juste mal au ventre et que c'était juste des douillettes. Elles arrivent enfin, le diagnostic est posé. Là, on leur met plein de médocs en place, et c'est vrai que notre rôle, les médecins, ils vont voir
de temps en temps la patiente. Nous, en tant que kiné, quand on va arriver, en fait, on a peut-être plus le temps de discuter avec ces gens. En fait, on a peut-être un petit peu plus le temps de faire de l'éducation thérapeutique, leur apprendre réellement ce que c'est la patho, comment elles vivent, qu'est-ce qui se passe exactement dans leur corps et de les accompagner. Vraiment, on les prend par la main pour leur dire: «Bah, regarde, là, on est d'un point A, bah, moi, je vais t'envoyer vers un point B. Je te prends la main, je t'accompagne et après le point C, tu iras toute seule. Parce que tu auras confiance en toi, parce que tu seras remise en forme et que tu sauras tu vas savoir, pardon, comment, gérer tes crises dans l'avenir». OK. Encore, faut-il que le kiné soit formé à tout ça. Franchement, en fait, en soi, dans la formation, on t'apprend plus ce que c'est, en fait, en vrai, l'endométriose parce que tous les kinés, à partir du moment où tu fais une formation de kiné, tu sais prendre en charge quelqu'un qui a de l'endométriose. Ce qui est très spécifique, c'est pour toute la partie rééducation, pelvienne, où là, pour le coup, effectivement, il faut être formé. Mais sur tout ce qui est accompagnement d'une douleur musculo-squelettique dans le cadre d'une endométriose, en fait, on sait faire. C'est des lombalgies, c'est des sciatalgies, c'est des douleurs irradiantes. En fait, c'est des choses qu'on a déjà dans nos cabinets, qu'on a déjà au quotidien. Mais par contre, si tu connais pas la pathologie, bah, tu vas faire, mais sans, des fois, faire attention à ce qu'il faut faire. En fait, c'est juste bien assembler les pièces, pardon, du puzzle pour se dire, bah, en fait, voilà, ça va avec ça. OK, d'accord. On n'est plus sur la simple lombalgie, on est sur une lombalgie d'une femme qui a une endométriose. Donc j'assemble tous mes trucs et OK, j'y vais et je l'accompagne. Parce que s'il te manque la pièce, de l'éducation thérapeutique, s'il te manque en fait, des informations, il te manque des choses. Mais en soi, les outils, c'est de la kiné. C'est des choses qu'on a appris même des fois en IFMK. J'avais noté aussi une technique, qui est utilisée, le dry needling. Ouais, oui, oui, Ça oui. aide vraiment? Alors, moi, je suis formée dry et c'est une technique que j'affectionne, particulièrement, même si dans la littérature, on trouve, pas grand-chose, quand on compare le dry, il y a du placebo, on peut gagner quelques semaines, par exemple sur une rééducation d'épaule, mais c'est pas le truc miraculeux. On parle plus d'un effet contextuel qui est très présent dans le dry needling. Mais par contre, pour le coup, pour mon endométriose, moi, j'avais des grosses douleurs d'irradiation et j'avais au niveau des adducteurs, j'avais vraiment des problématiques parce que je me crispais tellement quand j'avais mal que j'avais des pubalgies à répétition et j'ai un de mes profs qui m'a fait du dry. Quand j'ai fait la formation dry, en fait, il m'a dit: «Bah, tu veux que j'essaye?» Bah, ouais, vas-y et ça m'a sauvée, en 2 séances où tu te dis: «Mais» alors je comprends qu'il y ait des personnes qui soient sceptiques et j'étais moi-même sceptique avant. Mais force est de constater que même, le dry, j'en pratique tous les jours au cabinet, que ce soit sur les sportifs ou chez mes patientes, chez tous mes patients, en fait, en fonction, des problématiques présentes. Mais je trouve que sur l'endo, ça marche bien quand même. Ça permet de soulager, de façon assez instantanée. Par contre, je fais jamais du dry seul. C'est-à-dire que ma séance, ça peut être du dry et derrière, on va faire des exercices. Par contre, le dry seul à rien faire derrière, je trouve que aucun intérêt. Et dans tous les cas, tous les profs de dry diront qu'il faut toujours faire quelque chose à côté. Mais c'est une technique qui est très intéressante, mais qui est invasif, par contre. Donc, faut l'avoir à l'esprit et la formation, faut bien faire sa bonne année de formation et toujours s'actualiser derrière. Parce que c'est quand même quelque chose, faut pas piquer n'importe où. Donc pour rappel, c'est, grosso modo, on va dire comme de l'acupuncture, tu viens Exact. enfoncer des aiguilles à des endroits précis. C'est ça, c'est ça. C'est exactement les mêmes aiguilles qu'en acupuncture. Mais du coup, il y a OK. toujours un risque puisqu'il y a l'introduction d'un corps étranger, où on passe la barrière de la peau. Est-ce que cette technique est remboursée, par la sécurité sociale? Non, c'est du hors nomenclature pour le coup. Il n'y a pas de tarif fixe, Et un suivi, donc tu vas chez ton médecin, tu as de l'endométriose, le symptôme est posé, tu veux être orienté vers un kiné. Là, les séances de kiné sont remboursées comme, un post-blessure ou pas? alors oui, mais par contre, par exemple, si votre médecin, il va prescrire, séance de kiné dans le cas d'une endométriose, bah, en fait, ça marchera pas parce que l'endométriose, en fait, elle fait pas partie de ce qu'on appelle, nous, notre NGAP, la nomenclature des actes, du coup, qu'on peut faire en tant que kiné. Par exemple, le ligament croisé, bah, c'est acté. L'endométriose, elle est toujours pas rentrée dans notre système. Mais l'endométriose, en tant que telle n'est pas reconnue, du coup, pour les kinés. On parle un petit peu d'activité physique, parce que comme tu dis donc, à cause des douleurs, bah, certaines femmes, je pense, s'arrêtent de pratiquer. Hem,
Mais que dit la science aujourd'hui? Est-ce que c'est mieux de s'arrêter pendant les douleurs ou est-ce que c'est mieux vraiment d'avoir un corps qui est musclé et de peut-être mieux accueillir les douleurs ou même de les supprimer à force? Et bah, pour le coup, l'activité sportive est à continuer. Dans le sens où, alors, bien sûr, au moment des crises, on va pas aller taper un HIIT, un Tabata, une grosse séance de CrossFit, hein. Dans tous les cas, quelqu'un qui a mal, ne sera pas du tout performant et vous dira juste, en fait: «Non, va te faire foutre». Mais, pour le coup, s'arrêter et ne rien faire n'est pas une solution et ça dans toute pathologie possible et imaginable. Faire une activité douce ou au moins la plus simple de la terre, c'est-à-dire aller marcher, juste prendre, 5 minutes, 10 minutes, écouter une musique, écouter un podcast, aller marcher juste jusqu'au bout de la rue même. Des fois, si je dis ça à mes patientes. Si vous avez vraiment une crise, au moins aller juste déambuler, ça va permettre d'activer, pardon, tout ce qui est pharmacie naturelle du corps, donc sécrétion, d'endorphines, et cetera. Enfin, ça va déjà apaiser aussi un petit peu les symptômes et ça va aussi permettre à tout ce qui est trouble, enfin, sous-temps 1, 2, 3, souvent ce qui est congestif aussi de venir se drainer, faire fonctionner le corps, drainer, et cetera. Quel type d'activité, à part la marche, tu recommandes en activité douce? Bah, je dirais, enfin, souvent quand on parle d'activité douce, du coup, on peut parler d'activité, bah, des fois sans impact. Donc ça peut être, pour le coup, le yoga et le pilates, doux peuvent être une très, très bonne façon de refaire bouger des corps qui n'ont pas bougé depuis longtemps. Ou même pour des sportives, bah, se mettre à ce type d'activité, bah, ça va avoir beaucoup de bienfaits. Après, on peut imaginer du vélo, on peut imaginer de la natation, on peut imaginer, bah, bon, la marche à pied, j'en ai déjà parlé. Mais pour le coup, tout ce qui va être doux et aussi tout ce qui va faire plaisir à la patiente. Parce qu'il faut aussi avoir une notion de, «J'aime ce que je suis en train de faire». Quelqu'un qui déteste aller, compter les carreaux, au fond de la piscine et on va pas lui dire: «Va aller nager», quoi. Enfin, c'est contre-productif, à fond. Mais par contre, je sais pas, si elle aime bien aller faire, des petits cours de danse, bah, trouver un cours de danse adapté, bah, ça peut être top. Et ça, les APA, ils font vachement de trucs incroyables maintenant aussi sur ça, hein. Ouais, c'est vrai. Franchement, j'ai pu enregistrer avec 2 appâts et c'est vrai Ah mais que ils sont top. il y a beaucoup de choses qui est Ah proposé, mais hein. c'est un métier Franchement, qui est c'est un métier qui était totalement ouais. inconnu et c'est vrai que de plus en plus Mmh. on en voit un peu sur les réseaux, on en Ouais. parle et c'est vrai que franchement, c'est vraiment un métier totalement à part du coach Ah sportif, et quoi. puis ils font des choses qui sont, je trouve, vraiment formidables. Donc et il y a des personnes qui travaillent pour l'endométriose en plus. J'avais noté aussi la respiration et le travail du Mmh. diaphragme, ça peut avoir vraiment un réel, Tout à bénéfice. fait. Est-ce que tu peux, expliquer Ouais, ça? tout à fait. Bah, tout ce qui est travail de la sangle abdominale profond, donc du transverse, il va y avoir énormément de bienfaits. L'endométriose, ça peut provoquer du coup des désengagements, abdominaux et aussi, du plancher pelvien bien sûr. Il y a plus de risques d'avoir des fuites urinaires. Donc, bah, qui dit renfo, du plancher pelvien peut dire aussi renfo du transverse et ça peut être aussi une façon, bah, d'être plus gainé, de se tenir mieux. Aussi, ça peut être, un moyen de faire un petit peu des respirations. Donc, ça peut permettre de calmer tout ce qui est anxiété, stress. Donc on vient faire ces respirations abdominales, venir contracter son transverse et cetera. Et ça peut se faire dans toutes les positions possibles et imaginables, hein. Ça peut être debout en attendant le bus, ça peut être sur la chaise de bureau, ça peut être allongé, ça peut être, devant la télé le soir, c'est très simple à mettre en place. Et comment on essaie de trouver un bon équilibre entre, activité physique et récupération? Ça, c'est difficile. Je dirais faut être vraiment, en accord pour, du coup, faut écouter son corps. C'est-à-dire savoir quand est-ce qu'il doit ralentir et pas toujours essayer de se surpasser. Quand on dit: «No pain, no gain», ça a été un truc pendant des années où je me suis dit: «Non mais en fait, vas-y, tu pas une frappe, va faire ta séance de sport. Même si tu es fatigué, même si tu es au bout du rouleau, fais-la quand même». En fait, ça, c'est un truc, je sais pas, c'est peut-être à force de se blesser, à force de pousser trop loin la machine, mais c'est rarement, enfin, en tout cas pour les femmes qui ont de l'endométriose, soit elles sont très habituées à se dépasser et pour le coup, c'est OK. Par contre, pour les nanas qui ont pas du tout l'habitude du dépassement ou qui sont très irritables, c'est-à-dire qu'elles peuvent flamber assez rapidement, va vraiment falloir apprendre à écouter quand est-ce que j'ai été trop loin ou et quand est-ce que c'est OK de redescendre. Parce que, bah, forcément,
il faut avoir cette alternance de, je fais quand même une activité où je vais quand même faire un petit peu monter mes BPM pour venir, un petit peu stimuler ma production hormonale et il va falloir aussi que je fasse des activités douces pour apprendre aussi à faire redescendre, du coup ce stress et ce niveau. On va parler un petit peu d'alimentation. Je me suis aussi noté micronutrition. Quel lien existe-t-il entre inflammation et endométriose? Pour le coup, il y a un très fort lien parce que, comme c'est une pathologie inflammatoire, qui dit inflammation, forcément, le mot est dedans. Donc, les femmes qui présentent de l'endométriose ont un niveau inflammatoire qui est un petit peu plus élevé et elles ont un niveau œstrogénique aussi qui est beaucoup plus élevé que d'autres femmes. Donc, plus de risque de flamber, on va dire. Est-ce que l'alimentation peut influencer les symptômes? Oui. Après, je pense que oui. C'est très peu décrit dans la littérature. Ça, on a fait plein de recherches, sur, régime anti-inflammatoire, quel aliment éviter et cetera. Il y a très peu de choses vis-à-vis de l'endométriose. Par contre, il y a des autres pathologies comme, le côlon irritable, la maladie de Crohn, le RCH où pour le coup, c'est beaucoup plus décrit, où ils ont mis pas mal d'alimentation et même il y a des food maps, enfin des trucs qui sont assez bien mis en place. Je pense qu'il y a beaucoup d'influence à prendre sur ce type de régime. Dans tous les cas, ça fera jamais, je pense, de mal de manger correctement, d'avoir des alimentations entre guillemets «bons pour la santé», de pas manger d'aliments trop transformés, de calmer peut-être son niveau de sucre ajouté. Donc je pense qu'il y a aucun risque à prendre, en tout cas d'essayer d'avoir une alimentation saine, même si c'est pas décrit par la littérature. J'avais noté vitamine D, oméga 3, magnésium ou encore la curcumine. Est-ce qu'il y a vraiment des compléments alimentaires qui sont étudiés pour l'endométriose? Alors sur tout ce qui est micronutrition, c'est encore plus pauvre, je dirais que tout ce qui est, nutrition. Bien sûr, je pense pas qu'il y ait de méfaits. L'oméga 3, c'est un truc qui est quand même assez pris, par les sportifs justement pour tout ce qui est inflammation, on va dire dans tout ce qui est, destruction de lésions destruction, micro-lésions musculaires, dans le cadre de la muscu. Je suis pas sûre que ça alors à dose, raisonnable et respectable, pareil, encadré par un professionnel de santé avec des prises de sang, adaptées pour voir s'il y a des carences ou non. Pas sûr que ça soit non plus délétère. Mais ce n'est pas décrit par la littérature. Pour le coup, très peu de recherches ont été faites sur ça. La curcumine, pareil, dérivé du curcuma, du coup, le curcuma est connu depuis des millénaires, je pense, pour ses qualités, on va dire, anti-inflammatoires. Pareil, peut-être mieux vaut prendre sans preuve scientifique, à voir si s'il y a de la tolérance, mais je suis pas sûre que ce soit mauvais pour la santé de manger du curcuma. Je pense au mieux on en mange, au mieux ça marche, au pire ça marche pas, mais on Ouais, a il y a pas essayé. trop de risques derrière, quoi. Non, je pense pas. En plus dans la vinaigrette, c'est trop bon. Enfin moi, c'est ma petite astuce cuisine du jour, petite huile d'olive, du coup, avec, une petite pincée de curcuma dans la vinaigrette. C'est trop bon, j'adore. Jamais testé, mais je penserai à toi la prochaine fois. J'essaierai. Ah vinaigre balsamique, huile d'olive, un petit peu de moutarde et curcuma, c'est incroyable. Ok, écoute, je crois que j'ai de la salade dans le frigo, je testerai ça. Quels changements de mode de vie peuvent avoir vraiment un impact important? Je pense que vraiment, c'est avoir un mode de vie le plus conscient possible. Enfin, du coup, en essayant de prendre soin de sa santé, en respectant son sommeil, ça c'est je pense le truc, ça a été ma révélation de l'année, de vraiment faire attention et d'arrêter pour grappiller sur, comme je travaille énormément, comme je pense beaucoup de gens, des fois on essaye de grappiller ses temps sociaux sur son sommeil. Donc, ça va être, privilégier les sorties avec les potes et les machins et tout et pas dormir. Mais c'est juste c'est des effets qui sont catastrophiques pour la santé. Il y a rien de bon à dormir moins de 5 heures par nuit. Donc, voilà. Ça, c'est un truc, j'ai vu ça cette année, j'étais convoquée, en équipe de France, basket et on a eu une énorme intervention sur, du coup, le rôle, et la dette de sommeil. Ça m'a fait tellement peur. J'ai commencé à faire des micro-siestes, j'ai commencé à calculer mes temps de sommeil parce qu'en fait, quand le monsieur qui était spécialiste du sommeil, il a commencé à me dire: «C'est une dette que vous ne rembourserez jamais dans votre vie». Là, j'étais: «Ah OK, donc en fait, les grasses mat du week-end, ça sert à rien, c'est bon, arrête, dors tout le temps, ce sera beaucoup mieux». Et c'est vrai que pour, la santé, je trouve que c'est vraiment pertinent. Parce que forcément, un manque de sommeil dit augmentation, du coup, de la sensibilité du système neuro, donc dit plus de douleur et ça, pour le coup, on est les professionnels pour dire à nos patients: «Vous dormez pas, c'est normal que vous avez mal». Mais en fait, on est les premiers à pas dormir suffisamment.
Donc c'est vrai que ça, c'est, je pense, le truc le plus important à mettre en place. Un sommeil correct. Ah, bien sûr, qui dit sommeil correct dit on va essayer de manger correctement et s'hydrater correctement. Je pense que ça aussi, ça donne que des bienfaits. Et aussi essayer de réduire son stress, c'est-à-dire avoir des moments où on souffle, on redescend un petit peu sur la jauge qu'on a eue soit dans la journée. Et ça, prendre 5 minutes, je pense, le soir ou le matin, enfin à n'importe quel moment de la journée en fait, pour venir redescendre, souffler, temporiser, apprendre aussi à être dans le ressenti du moment présent. Je pense que pour le coup, c'est les meilleures habitudes qu'on puisse avoir pour, entre guillemets, aller un peu mieux et à gérer. Oui, je pense qu'avant de commencer à regarder des petits détails, je pense qu'il faut déjà gérer le principal, euh, alimentation, hydratation, sommeil, activité sportive, comme tu dis, voilà, gestion du stress. Et après, on va commencer à aller chercher les petits détails. C'est vrai qu'on C'est a ça. toujours tendance à vouloir optimiser, mais optimiser des petits trucs, alors que en vrai, il y a des choses bien plus importantes et que des fois tu peux changer avec juste des toutes petites choses, des toutes petites actions à faire dans ton quotidien et les effets bénéfiques derrière sont vraiment énormes. Mais ça, c'est un peu comme dans le monde du sport, hein. Souvent, on les voit, ils veulent, les enfin, je donne souvent cet exemple-là parce que c'est le truc qui marque le plus. On a des cabines de cryo, du coup, pour la récup. Tous nos sportifs veulent absolument faire les cabines de récup parce que les footballeurs font de la récup, donc du coup, ils sont plus performants. Ouais, mais si derrière, en fait, tu vas aller te bourrer la gueule, tous les soirs, après ton match, si tu manges McDo, si tu vas en fait, si tu fais pas, si tu joues à la PlayStation jusqu'à 5 heures du sbar, pour aller à ton entraînement à 10 heures, si derrière tu vas, voilà, comme je disais, aller chercher McDo, ta cabine de récup, t'inquiète, hein, c'est pas très grave si tu fais pas récup, en cryo. Je suis pas sûre que c'est ça qui va t'aider à être plus performant sur le terrain samedi, quoi. J'avoue. Là, c'est la même chose. On va parler un petit peu des médicaments et traitements pour l'endo. Quels sont aujourd'hui les traitements médicaux les plus utilisés? Plus utilisé, je dirais en premier, c'est tout ce qui est hormonaux. Donc, en fait, la prise hormonale, artificielle pour venir, réguler et supprimer du coup les règles, donc supprimer les saignements en fait, tout simplement, qui déclenchent la plupart des symptômes. Donc je dirais que c'est le traitement numéro un le plus utilisé. Après forcément, il y a tout ce qui est, on connaît souvent, les nanas, on connaît bien, l'Antadis, qui est un anti-inflammatoire. Après tu as tous les antalgiques, qui viennent, pallier pour aider, et cetera. Forcément, plus les douleurs sont importantes, plus il y a des paliers supérieurs, ça peut aller jusqu'à des morphiniques pour aider à calmer. Mais je dirais vraiment le traitement le plus utilisé, c'est la contraception. Ou des choses qui permettent, c'est pas forcément des contraceptifs, mais au moins, des hormones, de synthèse. Qu'est-ce qu'on peut attendre un peu comme bénéfice de ce traitement hormonal? Lisser les symptômes. C'est-à-dire, forcément, comme tu as plus le pic d'œstrogène, tu as plus le pic de testo, pardon, pas de testo, De le progestérone. pic de progestérone, heu, pardon, forcément, il y a plus, en fait, ces fluctuations, qu'on peut avoir, en fait, qui nous définit pourtant en tant que femme sur notre cycle. Et ça aide à, en fait, ne plus avoir ces saignements. En fait, l'avantage, c'est qu'il y a plus le gonflement de la muqueuse intra-utérine et il y a plus la vidange. Donc forcément, il y a moins de symptômes. Toi, aujourd'hui, tu as quel traitement pour être stable de tous ces symptômes et douleurs? Alors moi, j'ai un traitement qui s'appelle le Dienogest. Donc c'est un traitement progestatif, pour le coup, qui vient, vraiment amincir le plus possible la muqueuse intra-utérine. Donc il y a plus de saignements, il y a plus, en fait, ça supprime complètement les cycles et les règles. Donc on va dire qu'on est sur, moi je suis sur un électrocardiogramme, mort, du coup, en termes de règles. Est-ce que tu as des effets secondaires de ce traitement? Oui. Oui, oui, oui. Oui, j'ai des effets secondaires. Alors, je dirais peut-être un ou 2 kilos. Après, est-ce que c'est les années? Est-ce que c'est le traitement? Mais, je trouve que je les ai pris quand même direct en prenant le traitement. Donc j'ai l'habitude de mettre, d'accuser, la pilule sur ça. Après, surtout, je dirais, c'est, l'hyperémotivité. Je trouve que je suis beaucoup plus sensible. C'est-à-dire que je peux pleurer pour tout et n'importe quoi surtout au début. Maintenant, ça va, je commence à avoir l'habitude.
Mais au tout début, je me rappelle quand j'avais commencé, du coup, ce traitement, mais un rien, enfin, une fourmi qui se fait écraser, ça peut me faire pleurer, quoi. Enfin, c'était vraiment, et dans le cas inverse, les moments de joie, c'était des hyper moments de joie. Enfin, tout était décuplé, en termes, du coup, de ressenti émotionnel. Et après, on avait, aussi, enfin, des fois, il y avait, bah, comme je disais, il y a des fois où si ça va mal dans la journée, ça va être, 2-3 jours où ça va être, la dépression. Vraiment. Des moments un peu down, quoi. Ah ouais, des gros moments de down. Et une baisse de libido quand même, c'est quand même, ça peut être, à prendre en compte. Enfin, c'est à prendre en compte, mine de rien. Et c'est souvent, décrit par les patientes aussi. Enfin, pour les nanas du coup que je connais ou des patientes que j'ai qui ont, des traitements similaires, on décrit souvent des baisses de libido ou flemme quoi. Enfin vraiment pas envie. D'un côté, si tu avais aussi des douleurs dans les anciens rapports, ça peut peut-être aussi jouer un peu à ça aussi, ouais. Pour le coup, la sphère sexuelle dans tout ce qui est, endométriose est, je trouve à mon sens, pas assez documentée. Parce qu'il y a beaucoup de symptômes, enfin liés à l'endométriose et aux douleurs des rapports. Il y a des nanas qui peuvent, développer enfin, du vaginisme ou des choses comme ça, du coup des pathologies, entre guillemets «sexuelles», suite à l'endo, et je trouve que c'est pas assez documenté et les médecins posent peut-être pas assez les questions. Enfin, quand j'en parle avec des patientes, elles me parlent de trucs, je suis là en mode: «Mais tu en as parlé au gynéco?» «Ah bah non, j'ai pas osé». Je dis: «Ah bah si, faut peut-être lui dire. Peut-être lui dire que qu'il y a plus rien qui rentre, faut peut-être lui dire, quoi». «Ah, tu penses?» «Ah oui, oui, je pense. Ouais, ouais, je suis sûre même». Mais c'est des traumas, en fait, qu'elles se créent, quoi. Enfin voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire sur ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui recherchent un remède miracle. Est-ce qu'il existe un traitement qui guérit définitivement de l'endométriose? Si seulement, mais je serais la première à l'acheter, même à tous les prix de la terre, je l'achèterais, mais non. Malheureusement pas, mais en fait, toujours dans le sens où on sait pas d'où exactement ça vient. Pour l'instant, impossible de pondre un remède, miracle qui pourrait guérir définitivement l'endo, et souvent, si c'est marqué remède miracle, c'est que c'est bullshit à côté. Ouais, bah beaucoup. Après, il y a beaucoup de marketing qui se servent de ça, je pense, pour essayer de vendre. Mais oui, mais il y a tellement de personnes désespérées que du coup, forcément, ça fonctionne. Ouais, bah Mais après, non, ouais, ça se comprend, non, quoi. non, ça se comprend Euh, très bien par contre. je m'étais noté que il y avait un remède, on va dire entre guillemets, pour l'endo digestive, qui avant, tu avais 4 heures d'opération avec arrêt maladie derrière, grosse convalescence, et avec un appareil pour traiter le cancer de la prostate, ils arrivent avec des ultrasons à détruire toutes ces adhérences. Je pense que tu avais une petite chose à rajouter là-dessus. Ouais, ça c'est enfin là, ça a été le truc où il y a eu beaucoup d'articles qui sont sortis sur ça récemment. Et alors malheureusement, ça fonctionne que sur la partie terminale digestive. C'est-à-dire que ça va être beaucoup pour les invaginations, du coup rectales, ou toutes les personnes qui présentent une endométriose, par exemple rectale, où effectivement ça marche très bien et il y a de plus en plus enfin du coup ça se met en place et c'est top parce que ça va aider beaucoup, beaucoup de femmes. Mais par exemple, si c'est vraiment plus au début du système digestif, malheureusement ça fonctionne pas. OK. Mais c'est déjà une avancée énorme, et enfin, du coup, il y a eu cette avancée-là et c'est vrai qu'on en a pas parlé tout à l'heure, mais une des grosses avancées pour moi, et c'est made in France, c'est le test, du coup, salivaire pour détecter l'endométriose. C'est vrai qu'on en a pas du tout parlé sur la partie diag, mais je pense que ça va être le truc qui, quand ça va être remboursé et que les tests seront, du coup, finis, si c'est concluant, ça devrait arriver sur le marché en espérant que ce soit remboursé, et vraiment ça, je pense que ça peut changer, mais le pronostic de beaucoup de personnes, et surtout ça arrêtera cette errance thérapeutique pour plein, plein, plein de nanas. Juste avec un petit coton, touc, touc, touc. Plus d'IRM, plus d'écho. Tu auras directement un diagnostic qui sera posé beaucoup plus rapide et gain d'argent également parce que quand tu vois le prix d'un IRM, le prix de tous les imageries, juste avec comme tu dis, un petit coton-tige dans la bouche, heu, ça fera gagner de l'argent. Mais Ouais. qu'est-ce qui est décelé du coup dans la salive, lors de ce test, qui te permet de poser le diagnostic? Ils viennent faire un séquençage par micro-ARN qui est présent dans la salive
Après, c'est combiné avec de l'intelligence artificielle. Et pour le coup, ce serait incroyable si ça pouvait être mis en place. Après, lequel ARN, je me rappelle plus. Mais c'est un micro-ARN. Ok. Ouais, après, comme tu dis, c'est vrai que c'est déjà une sacrée avancée. Bon, à voir maintenant si ça va être validé et mis, comme tu dis, sur le marché, quoi. Ouais, je pense que c'est sûr que pour le coup, ça ferait gagner tellement de temps et d'argent que je pense que ils vont mettre en place le petit test. Espérons-le. On va parler un petit peu de performance sportive, toi qui es dans le milieu. Chez les sportives, quels sont les principaux défis liés à l'endométriose? Je dirais, c'est gérer la compète, malgré les symptômes. Et ça, pour le coup, j'ai une amie et patiente, je me rappelle enfin, là, elle a fait un championnat de France de marathon. Quand j'ai su qu'elle avait mal au bide, je me suis dit: «Oh non!» Parce que les heures et les heures d'entraînement que ça engage, la performance que ça demande, pour en plus, il faisait chaud apparemment et bah, quand tu es en crise d'endo, que tu dois courir 42 bornes en gérant tes symptômes, sans lâcher et faire ta compète, enfin warrior quoi. Et pour le coup, je dirais que tous les sportifs diront la même chose, hein, c'est vraiment gérer ta compète malgré les douleurs et malgré les symptômes que ça peut engendrer. Donc, la maladie ne freine pas, on peut quand même performer à haut niveau, Tu peux performer bien sûr. mais en faisant avec tous ces symptômes et ces douleurs. Ah, il y a le package qui va avec, ouais. Ah, j'allais dire, c'est le package qui va avec, malheureusement, quoi. Mmh. Quel ajustement observes-tu chez les athlètes que tu accompagnes? Je dirais que c'est des femmes qui savent très bien gérer leurs symptômes pour le coup. Elles ont une très, enfin souvent de toute façon les sportifs, en plus dans le haut niveau, ont des très bonnes connaissances de leur corps et de la réaction de leur corps. Donc souvent elles ont des très bonnes stratégies d'adaptation. Elles font assez bien les choses, donc elles ont toutes, de toute façon, quand tu es athlète, tu manges bien. Elles font attention, encore plus même je dirais qu'un autre athlète à ce qu'elles vont manger. Et aussi, beaucoup dans la gestion, et en cas de crise, elles vont avoir leur petite stratégie, quoi. De type, les postures, les machins, comment détendre, faire les automassages, et cetera, où pour le coup, elles arrivent quand même à bien gérer. Et par contre, je trouve qu'elles ont une résilience et qu'elles ont un seuil de douleur qui est enfin, c'est mental avant tout, quoi. Et aussi la capacité à décrocher, quoi. À se dire: «Non, c'est bon, je laisse de côté la tête, c'est le corps, ça va, il va suivre». Ça, je pense que c'est un truc vraiment de C'est un truc sportif de haut d'athlète. niveau. Ah ouais, c'est Ouais, un truc c'est d'athlète. un truc qu'on peut pas. Enfin, perso, moi, j'y suis pas. Je veux dire que je peux pas comprendre parce que c'est vrai qu'ils se mettent dans le mal. Justement, là, demain, j'ai l'épisode qui sort avec Andorina Bouchou, qui, elle, a participé au championnat du monde de powerlifting, de force athlétique jeudi. Et elle y a été, mais complètement cassée, tu vois. Et elle disait dans l'épisode, elle sait pas si elle va faire ça encore pendant longtemps parce qu'en fait, elle est jeune, mais son corps est déjà tellement cassé, Ouais. mais elle y va, tu vois, et ça la décourage pas. Et c'est ça qui est impressionnant. Et je pense que si t'es pas athlète de haut niveau, tu peux pas comprendre cette sensation et cette mentalité et cette détermination d'y aller quand même, même si ton corps, il est pas à 100%, quoi. Ah mais ça, ils ont un mental, mais je suis admirative. Enfin franchement, pour le coup, ils sont des machines, quoi. Enfin, la majorité, c'est des grandes machines. Quels sont les signaux qui doivent alerter un coach ou un préparateur physique qu'une de ces athlètes peut potentiellement présenter de l'endométriose, ou alors quel comportement adapter justement avec une athlète qui se plaint de certaines douleurs? Je dirais pour le coup d'être vraiment à l'écoute et comment dire? C'est vraiment faire une relation de confiance avec l'athlète et l'écouter. C'est-à-dire que si aujourd'hui, elle est vraiment dans le mal, c'est qu'elle est vraiment dans le mal. Donc ça peut être, adapté, faire, plus doux et aussi je pense que c'est des personnes, alors ça j'ai aucune, data, littérature sur ça, mais par expérience, c'est des personnes qui vont aller vraiment au bout du bout. C'est-à-dire qu'elles vont avoir une tendance au surmenage qui peut être, quand même, assez conséquent dans le sens où ça va être toutes les nanas que je connais dans le haut niveau, bah, déjà, c'est des mentalités de guerrières et il va y avoir ce truc de: «Je veux pas que la maladie, elle prenne le dessus et je veux pas que mes symptômes, en fait, me définissent». Donc il va y avoir cette capacité à tout fermer, à dire: «Non, mais c'est bon, en fait, la séance, je vais la faire».
t'inquiète, je vais la faire la séance. Et peut-être être vigilant sur ce truc de non mais t'inquiète, là on va temporiser. Et une des questions, je dirais le plus important à savoir, et ça vaut pour tout le monde, c'est savoir en fait comment fonctionne votre athlète. C'est-à-dire est-ce qu'elle a, enfin, ok, elle a une patho, ou est-ce qu'elle en a pas. Même toutes les femmes, est-ce que tu as une hormone? Est-ce que tu prends la contraception? Quel type de contraception tu prends? Moi, je prends une pilule. Bon, bah, ok, bah, tu prends une pilule. Bah, ça, c'est à savoir. Parce que du coup, votre athlète, en fait, si elle fonctionne en cycle naturel, elle va pas fonctionner de la même manière que quelqu'un qui est sous hormonodépendance. Parce que, bah, comme je l'avais dit tout à l'heure, les hormones, ça lisse tout. On est sur un électro. En fait, tous les taux vont être les mêmes pendant, du coup, tous les mois. Tandis qu'une athlète en cycle naturel, bah, elle va fluctuer avec ses hormones. C'est-à-dire qu'elle va avoir son pic d'œstrogène, après elle a son pic de progestérone, et ça va impliquer aussi des pics de forme, des pics où elle est plus à risque. Par exemple, ça on le sait, enfin, une femme qui est sous cycle naturel, aux alentours de son ovulation, elle est plus à risque de se faire un LCA en fait, sur des gros changements de direction, sur des trucs, etc. Parce que la laxité va augmenter au moment de son cycle, enfin au moment de son ovulation. Donc, je dirais la plus grosse question à poser à son athlète, c'est comment tu fonctionnes? Est-ce que tu es en cycle naturel, hormonaux ou pas? Et après, comment tu te sens aujourd'hui, en fait, tout simplement. Est-ce que si elle te dit, là, j'ai fait une crise, je suis au bout du rouleau, on va peut-être calmer un petit peu le rythme, on va peut-être faire un petit peu plus léger, quitte à faire du stretch, quitte à faire un petit peu d'activité plus douce, on va adapter. Donc pour toi, le cycle menstruel est à prendre en compte dans la planification d'entraînement. Ah oui, c'est un indispensable. Enfin, pour tout ce qui est sport au féminin, pour moi, c'est à prendre en compte. Parce que c'est la grosse différence, en fait, entre sport masculin et sport féminin. Le cycle masculin, c'est 24 heures. Tandis que le cycle féminin, c'est en moyenne 28 jours. Donc, en fait, on ne peut pas fonctionner exactement sur les mêmes procédés entre un profil qui va être sur un cycle hormonal, du coup, de 24 ou de 28 jours. Donc, pour moi, c'est tout là où est, en fait, la différence. Ouais, et puis la complexité aussi, je pense. Aussi. Mais c'était super intéressant, du coup. J'avoue. Vous êtes un cas très fascinant à étudier. Et très peu étudié, en fait, parce que la médecine du sport, ça a commencé dans les années 70-80. Donc, avant, quasiment même jusqu'à maintenant, on va dire qu'une athlète féminine, on va l'entraîner comme un athlète féminin, masculin, du coup. Alors que c'est pas les mêmes hormones, ouais. c'est pas les mêmes cycles. D'ailleurs, est-ce qu'un homme peut être atteint d'endométriose? Oui, la réponse est oui. Ça, j'ai vu passer ça sur les réseaux. Hein. Ouais, la réponse est oui, et ça nous a... Enfin, le jour où on a trouvé l'article, du coup, c'était avec mon confrère Antoine, avec qui on fait la format. Le jour où on a trouvé ces articles, on était là en mode « Non, mais c'est un truc de ouf ». Alors, il y a différentes situations qui ont été décrites. Il y a les hommes qui ont eu des traitements pour les cancers de la prostate, où du coup, il y a des hormones œstrogéniques, en fait, qui sont dans les traitements. Donc, ils peuvent développer de l'endométriose. Et il y a aussi eu des cas, du coup, chez les transgenres, c'est-à-dire des hommes qui transitionnent vers le sexe féminin avec les prises hormonales, où les pauvres, ils ont récupéré le package féminin. Mais oui, du coup, alors, donc là, il y avait le débat, mais c'est pour le coup, oui, un homme chromosome, du coup, XY peut avoir, du coup, de l'endométriose. Ok, bon, intéressant. On fera peut-être le sujet d'un autre podcast. Avant donc de parler de ta formation, on va survoler un petit peu le sujet du RED-S, qui est encore sous-estimé. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est le RED-S pour ceux qui découvrent le terme? Très vaste sujet et sujet incroyable. J'avais fait mon mémoire sur ça pour passer mon diplôme de kiné, et je voulais même faire une thèse sur ça, mais bon, manque de temps. Et j'ai fait surtout plein d'autres choses à côté. Donc là, le RED-S, anciennement, c'était ce qu'on appelait la triade de la sportive. Donc c'était une association de 3 symptômes qui étaient de l'anorexie avec un déficit de masse osseuse et des troubles du cycle féminin. Le CIO s'est penché sur ça, ils ont changé le nom pour appeler donc le symptôme de triade à RED-S pour déficit énergétique relatif dans le milieu sportif. Donc ça a été plutôt étudié chez la femme en premier, où du coup ils ont rajouté plein de symptômes, comme par exemple l'association de troubles cardiovasculaires, les troubles hémodynamiques, tout ce qui est troubles métaboliques. Bien sûr, on conserve les 3 autres, hein.
le trouble endocrinien, il peut y avoir des troubles de la croissance, les troubles immunologiques, gastro-intestinaux, etc. Et aussi, ils ont associé la dimension psycho, donc avec des troubles psychologiques. Et cette définition du REDES, parce qu'avant, triade de la sportive, c'était purement féminin, tandis que la notion de REDES, elle inclut aussi les hommes qui peuvent être touchés. D'accord. Non pas avec du coup des troubles du cycle, mais ce sera plus des troubles type ça va être aussi des troubles sexuels comme par exemple un critère diagnostique chez un homme, ça peut être perte de l'érection matinale, euh, diminution de la motilité des spermatozoïdes, etc. Enfin du coup il y a et du coup baisse de la testostérone. Donc comme ça on n'exclut pas les messieurs et on inclut tout le monde cette fois-ci dans cette nouvelle définition. Voilà pour la définition. Ok. Et quels sont un peu donc les signes qui doivent alerter chez une sportive? On va rester sur la femme. Sur une sportive, je dirais, c'est perte de poids, troubles alimentaires aussi. Si vous avez une nénette qui bug devant une assiette, déjà c'est mauvais signe. Heu J'oublie le principal, si elle a pas ses règles, c'est qu'il y a un problème. Si elle est en cycle naturel, et qu'elle vous dit: «Ah non, mais ça fait 3 mois que j'ai pas eu mes règles». Il y a un schmilblick. Il y a un schmilblick, il y a un truc qui va pas, c'est pas normal de pas avoir ses règles quand on est sportif. Et souvent, c'est des profils, qui vont au surmenage. Ouais. Donc en cas d'aménorrhée et Aménorrhée, perte du poids, il peut y avoir des discours aussi qui peuvent être assez alarmants, de type, «Non, mais là, je vais perdre encore d'un petit peu de poids, comme ça je serai plus performante». Enfin, il y a des idées reçues comme ça où c'est des discours qui doivent, interloquer. est-ce qu'il y a des impacts sur la performance, la récup ou même la santé à long terme? Ah oui, 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 il y en a plein. Déjà, souvent, nous, on les récupère en tant que kiné pour des fractures de stress. Donc, c'est-à-dire que, en fait, il y a un truc qui s'est mal passé et c'est des personnes, qui vont avoir des blessures qui vont, durer dans le temps. C'est-à-dire que les délais de cicatrisation, c'est long, hein, c'est très, très long. Les déchirures musculaires, les tendinopathies, enfin, vraiment tout va prendre plus de temps. Elles ont du mal aussi à récupérer, les RPE sont souvent très mauvais, heu elles récupèrent pas, quoi. Enfin, juste, le corps fonctionne, faut vraiment voir ça comme le corps se met en mode économie. On fait le strict minimum parce que dans tous les cas, il y a le cœur du problème, c'est un déficit entre, ce que je fais rentrer dans ma machine et ce que je fais sortir de ma machine. Aussi, ce qui est important à savoir, c'est que le REDES, ça peut être fait de façon volontaire ou de façon complètement involontaire. Ça peut être l'athlète qui prend pas le temps, de manger, mais par contre qui va s'entraîner comme une ouf, ou ça peut être l'athlète qui va contrôler volontairement ce qu'elle va, prendre en termes de calories par rapport à ce qu'elle va dépenser. Donc on a vraiment ces 2 manières, consciente ou Au inconsciente. niveau du REDES, on parle de ça vraiment que chez les sportifs. Non, ça peut être chez les amateurs aussi. Enfin, Ok. pratiquants sportifs. C'est vraiment un surmenage plus, quoi. Ouais, c'est un surmenage plus. Mais une fois de plus volontaire ou involontaire, pour le coup. Ok. Est-ce qu'il y a un lien entre REDES, cycle menstruel perturbé et endométriose? Il y en a qui peuvent combiner le tout, hein. Ouais, il y a des nanas qui peuvent avoir le palmarès, d'avoir une endo, de faire une REDES, et cetera. Moi, quand j'ai fait de la natation artistique, j'ai fait une REDES. Puisque j'ai fait une anorexie mentale. Ok. C'est comme ça Et que ma mère m'a retirée un petit peu du chemin. bon, heureusement que tu as quelqu'un qui était là, ouais, pour toi. Mais Ouais, est-ce que ouais. du coup, quelqu'un qui a atteint d'endométriose, elle présente plus de risques de développer un REDES ou pas, ou c'est Non, pas vraiment, parce que vraiment le REDES, il se déclenche, alors une personne qui pour le coup peut vraiment avoir, plus de prédisposition à développer une RLS, il faut déjà avoir un profil psy du type, les bigorexiques, déjà ceux qui ont eu des petits antécédents de TCA, c'est plus un profil, que, vraiment une pathologie qui peut t'aider pas t'aider, mais peut faire sombrer un petit peu plus bas. Mais il peut y avoir des troubles alimentaires, chez l'endométriose et pour une RLS, ouais. oui, mais sans que ce soit lié, quoi. Ouais, ouais. Ok. Exactement. Que devraient savoir donc les entraîneurs, prépa physique, professionnels de santé vraiment sur le sujet du REDES? Mais qu'il faut poser les bonnes questions. Qu'il faut repérer en fait, je dirais qu'il faut repérer ces nanas. Faudrait
entre guillemets, voir, enfin, quand on est prépa ou quand on est, je dirais même les coachs, ils se rendent un peu compte des habitudes alimentaires parce qu'ils voient, et cetera. Donc déjà, il y a des trucs qui peuvent, tiquer. Il y a des réflexions qui peuvent tiquer. La nana qui va passer devant le miroir, qui va se trouver toujours trop grosse, qui va avoir une déformation complète de son image, déjà ça doit tiquer. Et comme je le disais tout à l'heure, la nana qui a pas ses règles alors qu'elle est en cycle naturel, et ben c'est de la merde. Après, ça peut se camoufler enfin, par exemple, si la nana, elle peut être en REDS, mais avoir, une prise hormonale. Et pour le coup, bah, là, c'est chiant parce que du coup, tu peux pas savoir, tu peux pas te reposer sur, le trouble du cycle. Mais par contre, tu peux te reposer sur les autres aspects. Par exemple, enfin, si elle a le cœur qui bat, toujours, trop bas, il y a un problème. Si elle est tout le temps malade, il y a un problème. Si elle se blesse tout le temps, c'est pas normal. Si elle récupère de façon anormale, si elle est tout le temps flinguée, si, sa fracture, elle met plus de 6 semaines à consolider, il y a un problème. Et ça se voit aussi sur les prises sur les prises de sang. En termes biologiques, ça peut se voir. Il y a des hormones à aller chercher, il y a des déficits, enfin, ça se voit. Et pour le coup, un des examens où déjà un antécédent de fracture de stress, faut se poser des questions. Ok. Bon, c'est déjà assez. Il y a déjà pas mal de questions à se poser, ouais. Ah, il y a beaucoup de questions à se poser. Mais c'est pour ça, enfin, c'est là où moi je voulais travailler. Le comité international olympique, ils ont fait une super échelle, du coup, pour aider à dépister, le REDS. Et c'est assez bien fait. Enfin, pour le coup, c'est vraiment bien. Heu et ça permet, d'étudier pas mal de choses. C'est simple à faire passer en plus. Après, c'est de l'autodéclaration, donc les nanas, elles peuvent mentir. Mais c'est toujours un indicateur. C'est le REDS4, au cas où les gens aussi se demandent. Ça s'appelle Ok. REDS4. C'est facile, c'est même traduit en français, je crois, de mémoire. Parce que c'est sûr, c'est en anglais, mais il me semble qu'il y a une traduction française qui a été faite. Ok. Bah écoute, ceux qui seront intéressés pourront aller regarder alors dans ce cas-là. Pour les professionnels de santé et autres, je pense, donc tu as développé une formation qui s'appelle l'endométriose de A à Z. Comment est née l'idée de cette formation? Ça a été, assez simple. En fait, Antoine, il a été confronté à donc, un de mes collègues, kiné qui est ami dans la vie de tous les jours. Il a été confronté à une patiente où il comprenait pas trop ce qui se passait et s'est rendu compte que la nana, elle faisait de l'endométriose. Et il m'appelle, sachant que, depuis que j'ai créé mon compte Instagram, moi, j'ai toujours parlé d'endométriose. J'ai toujours essayé de sensibiliser et cetera, de parler de ça. C'est un truc qui me tenait à cœur. Il m'appelle et il dit: «Mais tu te rendras jamais compte, il se passe un truc de ouf. J'ai une patiente, elle a de l'endométriose de l'épaule droite». Je fais: «Non mais ah ouais, de l'épaule droite et tout? Putain, super intéressant». Il me raconte et tout son cas clinique et quelques semaines plus tard, il revient et il me dit, «Mais en fait, faut grave que les gens ils soient au courant, en fait. Enfin, parce que c'est une patho qui est sous-cotée. Moi, je croyais que c'était que, que ça atteignait que l'utérus. Je viens d'apprendre, j'ai cherché dans la littérature, j'ai trouvé plein de trucs. Faut trop qu'on fasse une formation sur l'endométriose». Et il était parti, lui, il avait déjà fait un e-learning avec Physio Learning et sur la psycho et il me dit: «Non mais un e-learning là-dessus, ce serait méga intéressant et tout». Et en fait, moi, pour moi, si on voulait faire une formation de A à Z, donc la plus complète possible, il fallait forcément qu'il y ait quelqu'un qui fasse la pelvie, qui soit spécialisé en rééducation de pelvie pour nous faire tout ce qui est rééducation de pelvie parce que moi, je déteste ça. C'est pas du tout ma grande passion. Et j'ai une de mes super, du coup, une nana, que j'ai connue sur, Insta, du coup, via mon compte, kiné, qui est en fait, on s'est rendu compte qu'on a grandi à littéralement peut-être, 1 kilomètre l'une de l'autre. On avait plein d'amis en commun. On a grave sympathisé et tout. Et je lui dis: «Mais attends, mais cette nana-là, elle serait trop bien pour faire la partie pelvie et tout. Elle est spécialisée en endo. Viens, on l'appelle». Et en fait, on a fait cette formation à 3. On a penché comme des acharnés pendant 1 an et 1 an et demi. On a, je pense, lu tous les articles, qui existaient, en tout cas au moment de la sortie de la formation, sur l'endométriose et on continue toujours à bouffer tous les articles qui peuvent sortir sur l'endométriose et ça a été une super expérience parce que moi qui pensais avoir des connaissances, en fait, finalement, j'en avais pas. Enfin, pas assez. J'avais que les connaissances, superficielles, je pense, du grand public et ça a été une super belle aventure. Et quel constat vous avez vraiment rencontré avec tes deux confrères quand vous avez lancé ce projet? Mais on s'est dit que c'était en fait, finalement, on s'est dit: «C'est une pathologie», mais enfin, qu'on a tous déjà, eu, au cabinet. C'est-à-dire que, le nombre de fois et après quand je me suis rappelée dans ma tête, je me suis dit: «Mais attends, mais telle patiente, mais telle patiente, mais telle patiente» et tu réfléchis a posteriori, tu te dis: «Putain, mais je suis passée à côté, en fait».
Il y avait des trucs où je suis grave passée à côté, où ça devait être de l'endo, mais où je l'ai pas vu. Et j'avais pas cette notion de me dire, enfin, déjà, j'avais fait un stage en réa et ça m'avait choquée déjà, les pneumothorax catalamiales. Où je me dis: «Mais attends, c'est un truc de ouf que pendant tes règles, tu puisses faire un pneumothorax, quoi», enfin. Mais j'avais pas poussé plus le truc que ça. Et en fait, je me dis: «Mais quand tu es professionnel de santé, ou quand tu accompagnes, en fait, des femmes, mais il faut que tu aies des connaissances, sur le sujet, quoi». Enfin, on a tous un minimum, je pense, de connaissances, sur, par exemple, le cancer du sein. Bah, pourquoi on n'aurait pas des connaissances sur l'endométriose? Sachant que ça concerne au moins une femme sur 10. Et une femme sur 10, c'est des stats mondiales. Pas sûr qu'ils aient fait beaucoup d'études en Afrique et pourtant, je pense que les femmes africaines sont aussi confrontées par, l'endométriose. Pareil, en Asie, il y a très peu, enfin, dans certains pays d'Asie, type, du coup, Inde, il y a pas beaucoup de stats, hein, sur l'endométriose. Mais comme ils sont assez nombreux, je pense que si on allait chercher un petit peu, dans tous ces pays, du coup, où il y a pas assez de recherche, je pense que la stat, elle serait plus sur 2 à 3 femmes sur, 10. Et enfin, c'est pas que moi qui le dis, c'est certains scientifiques qui le disent. Qu'est-ce qui manque encore aujourd'hui dans la formation des professionnels de santé sur l'endométriose? Bah, des notions du coup, des vrais cours sur l'endométriose. Savoir réellement ce que c'est, réellement ce que ça implique, pour pouvoir aider ces femmes. En fait, on manque juste les informations parce que les outils, ils sont pas difficiles à acquérir. Mais c'est les infos qui manquent. Vraiment, absolument. Et quels sont les principaux retours donc des plus de 200 professionnels que vous avez déjà formés? Que c'est dense, hein. Quand ils nous disent: «Ah, formation de A à Z», on pensait pas que c'était autant de A à Z. Ah si, les gars, quand on a choisi le titre, on s'est dit: «On met le paquet, on vous fait des revues de littérature sur tout ce qu'on peut». Donc c'est une formation, à chaque fois, c'est le premier mot qui revient. Ah, c'était dense, hein. Mais qu'ils ont appris des choses et en fait, quasiment tous les apprenants qu'on a eus, ils ont identifié des patientes. Et ça, je me dis, c'est quand même cool que du coup, ces nanas, elles sont plus dans la nature à errer comme ça, comme des petits fantômes, pas savoir quoi faire. Au moins, ça, c'est cool. Et ils ont tous été, enfin, la majorité, en tout cas, en fait, sous les retours qu'on a, on a fait des classes virtuelles pour valider, les DPC. Et donc là, on avait les gens en face, d'ordinateur à ordinateur. Et à chaque fois, les gens disaient: «Non, on a appris des trucs. Putain, on pensait pas que c'était» et même des nanas qui avaient de l'endométriose, pareil, qui étaient professionnelles de santé, elles m'ont dit: «Mais en fait, je pensais pas que ma patho, elle était aussi hardcore». Ah si, si. Bah oui, c'est hardcore. Je confirme. Je Oui, parce confirme. qu'en étant atteinte, tu penses savoir beaucoup de choses, mais finalement, tu sais, comme tu dis, le truc grand public, quoi. Je pense que quand tu as une maladie, tu vas C'est pas ça. chercher les études, tu vas pas chercher tout ça. Et là, vraiment, donc votre formation référence tout ça. Comment elle se Mmh, mmh, présente un mmh. petit peu? Donc, c'est que du PowerPoint, il y a de la vidéo, ça se présente comment? Alors, il y a plein de trucs. C'est un e-learning. Alors là, on va faire le format présentiel. On commence en Martinique, en plus au mois de septembre. On a d'abord fait un format e-learning où pour le coup, c'est des vidéos et du texte. Donc on a les 2 mélangés. En fait, on a une vidéo qui va présenter le chapitre et après, c'est du texte. On a aussi des audios de patientes. On a recueilli plein, plein, plein de témoignages de femmes qui ont de l'endométriose qui témoignent, du coup, de ce qu'elles vivent au quotidien, des symptômes, de leur parcours, de comment elles vivent, avec leur patho, et cetera. Après, on a plein de vidéos, du coup, toutes les techniques, on les a filmées et c'est aussi pour ça qu'on a sorti le présentiel. C'est qu'on avait des retours où, bah, des fois, c'était difficile d'acquérir les vidéos, de les retranscrire dans la réalité, en fait, de bien appliquer. Comme ça, au moins, comme on va repasser derrière, on va montrer les petits trucs en plus et aussi, il y a toute la partie sportive, comment accompagner, quelle posture donner et cetera. Pas mal de choses. On fera des petits ateliers, en fait, avec le présentiel où je pense que ce sera un petit peu plus dynamique parce que l'e-learning, c'est vrai que, je peux comprendre, en fait, quand on nous dit, «C'est dense, fallait se le coltiner». Oui, parce qu'il y avait énormément d'infos et en plus, bah, effectivement, faut tout lire, et faut tout assimiler. Tandis que sur du présentiel, on fait une partie e-learning, la partie présentielle, on se consacre sur le patient, sur comment on va le traiter et le but, c'est que dès le lundi, bah, au cabinet, ils puissent, appliquer, ce qu'ils ont appris le week-end, quoi. OK, donc si les gens, souhaitent, s'inscrire, comment ça se passe ils doivent te contacter? Tu as un site internet? Alors, sur nos Insta à tous les 3, on a le lien directement, en fait, où il y a juste à cliquer et il y a toutes les dates qu'on propose, soit pour présentiel et il y a, à la fin, l'e-learning, s'ils préfèrent le format e-learning. Juste un petit OK. clic. Est-ce que tu peux nous rappeler donc vos différents réseaux sociaux?
Alors, du coup, il y a Antoine qui s'appelle Cerveau Musclé. Ok. Il y a Méline. Donc, ma petite Méline, c'est Méline Physio Pelve. Et du coup, mon réseau pour moi, ce sera une kiné. Ok, d'accord. Donc, du coup, ils se rendent sur votre page et puis ils trouvent directement C'est le ça, lien. Ok, exactement. parfait. Avant d'attaquer les petites questions de fin, la dernière, qu'aimerais-tu voir changer dans les prochaines années concernant la prise en charge de l'endométriose? Que le diagnostic soit plus rapide, que le test salivaire arrive et que toutes les nanas puissent y avoir accès. Je pense que ça, ce serait vraiment le truc le plus incroyable et que ce soit, que l'endométriose et d'autres pathologies du coup féminines, comme par exemple, du coup maintenant ça s'appelle plus SOPK, mais l'équivalent en SMOP, ouais. SMOP Ça, exactement. pour syndrome métabolique ovarien Ovarien. polyendocrinien. Ouais, exact. Trop fort, trop fort, t'es à jour. Mais en tout cas que plein de pathologies féminines comme ça très spécifiques soient intégrées dans les cursus initiaux des professionnels de santé. Par exemple, l'endométriose, moi, perso, quand j'étais formée à l'école, on m'a pas parlé d'endométriose. Et les médecins, c'est compliqué, hein. L'aspect endométriose, j'en avais discuté du coup avec des gynécos. Alors ça dépend les années de diplôme, et cetera, d'obtention du diplôme, mais ça arrivait très, très tardivement aussi. Donc je dirais que les professionnels soient formés, en fait, et que ce soit, entre guillemets, «dans les programmes». Oui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même des médecins qui sont quand même relativement âgés. Donc, comme tu dis, l'obtention du diplôme commence à remonter. Après, bon, je suis pas sûr qu'en faisant des 8 heures, 20 heures de consultation, tu as le temps de te former encore derrière. Bah, pourtant, on a une obligation de formation, hein. Quand on est professionnel de santé, on a cette obligation de continuer à se former. C'est pas un droit, Et est-ce c'est une qu'elle est obligation. respectée par... Ouais, non, mais est-ce qu'elle est respectée partout? Parce que Non, moi, je vois, je connais des médecins, ils ouvrent le cabinet à 6 heures du matin, ils le ferment à 22 heures. mais ça, Donc, c'est c'est les vieux de la une vieille, ça. Parce amplitude que de... ça Ouais, existe ouais. plus. Enfin, en Mais région c'est un délire. parisienne, ça existe plus, malheureusement. Et je me dis, mais quand tu as le temps de te former, au fait, t'as pas le temps. Alors, Ouais, ouais, non, c'est vrai. Mais par contre, au moins, je peux dire que ils aiment leur taf, hein. ah ouais, bah là, oui, il faut, hein, parce que 6 heures, 22 heures, franchement, faut Ouais. y aller, quoi. Ouais, on est loin du «Attends, j'ai CrossFit à 18h, je prends plus de Ah oui, non, patient». ça c'est sûr. C'est sûr. Ça, c'est sûr. Ok, bah écoute Claire, on a fait le tour un peu du sujet. Je vais attaquer les dernières questions de fin que tu as reçues du coup. Je vais te faire travailler un petit peu maintenant. Allez. Si tu devais donner un seul conseil bien-être qui va au-delà du sport, ce serait quoi? Dans le cas de l'endométriose ou de façon générale? De façon générale. Dormir. Il m'a traumatisé, le monsieur du sommeil. Je dirais maintenant, je dis dormir. C'est la priorité number one. Qu'est-ce que tu vas faire après le podcast? Dormir. Non, je rigole. Non, je vais aller à la salle. Ok, donc dormir. Est-ce que tu as une citation ou une phrase motivante qui t'inspire? Punaise. Alors spontanément comme ça, c'est la colle. Je dirais que j'essaye toujours, dans ma vie de faire mieux que ce que j'aurais fait hier. Être une meilleure version de toi-même C'est ça. tous les jours. Ok. Que donnerais-tu comme conseil au toi d'il y a 10 ans? Je pense que je lui dirais déjà, que, je suis fière d'elle, avec beaucoup de bienveillance. Parce que, il y a 10 ans, je pense que je me tapais sur les doigts en permanence. Heu, donc la question, c'est quel conseil je me donnerais? Ouais, quel conseil ou quelle phrase tu pourrais te dire ouais, «Tu vas y arriver». par rapport à quel projet, par rapport à la vie en général? Bah, il y a 10 ans, je venais de louper mon concours en médecine et je me demandais si j'allais vraiment réussir à être kiné, en fait. Donc je dirais, il y a 10 ans, en plus là, pile à cette période-là, j'avais su que j'avais loupé mon concours, donc je dirais: «T'inquiète, tu vas y arriver. Là, c'est ton premier échec, mais tu vas y arriver». A contrario, où te vois-tu dans 10 ans? Ah, c'est une bonne question ça. Heu, j'aimerais signer dans un club pro en tant que salarié. C'est vraiment un projet de vie, j'aimerais beaucoup faire ça. Parce que j'ai signé dans un club qui devient, pro, mais toujours pas en salariat. J'aimerais bien être salarié d'un club pro. Dans un sport en particulier?
J'aimerais bien rester dans le hand parce que j'adore ce monde. Mais après, je sais pas s'il y a assez d'oseille dans le hand, pour pouvoir faire ça. Donc Ouais, après, ça dépend, ouais, c'est sûr, quel club t'intègres. Mais ça d'ailleurs, dépend les clubs. un petit clin d'œil aux féminines des Metz Handball qui sont devenues championnes d'Europe. Ouais, elles ont cartonné. Putain, elles ont Ah été ouais, trop ça, fortes. c'est juste à côté de chez moi, tu vois. Ah, je les avais vues jouer l'année dernière à la finale, de Coupe de France. Elles étaient trop fortes. Ouais, très, très grosse équipe, ouais. OK. Est-ce que tu as un projet perso ou pro en cours? Ah, des projets, j'en ai tout le temps. J'ai peut-être même trop de projets, je dirais. Déjà, là, on est en train de restructurer parce que du coup, le club de hand dans lequel je travaille, monte, en Pro League. Donc déjà, le projet, c'est d'être une super kiné de D2, du coup de monter. Après, les projets à venir, j'avoue que j'aimerais bien quand même, lâcher un peu de lest, pour, avoir peut-être des projets perso aussi. Parce que pour l'instant, sur le plan pro, ça s'est bien passé, mais je me dis: j'aimerais bien aussi, peut-être, fonder ma famille, j'aimerais bien. C'est dans les projets, mais du coup, on parle de projets lointains parce que j'ai encore plein de choses à faire. Mais on va dire que ouais, j'aimerais bien être maman, ouais. Un beau projet. C'est un beau projet, ouais. Et la dernière question, est-ce que tu as une recommandation de personne pour un futur podcast? Manon Devergne, qui est experte santé féminine et sport. Cette nana, j'aimerais énormément la rencontrer et parler avec elle parce que je me dis: «Putain, elle doit être passionnante à écouter». Elle fait, du coup des recherches, elle a fait un doctorat sur la performance, et le cycle féminin et je crois que je vais aller juste à La Réunion pour essayer d'aller faire une de ses formations parce que incroyable. Je me note ça et puis je tenterai de la contacter. On verra bien. Oh, je pensais répondre. OK, écoute Claire, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Merci à toi, c'était trop cool. Pour la petite blague, merci pour le souci technique. Désolée, mais Ça je va fais me toujours donner des du taf. boulettes dans ma vie. Mais c'est pas grave, au moins tu vois, ça fera un bon souvenir, on en rigole. Voilà. OK, écoute, top, on va clôturer le podcast ici. Je te remercie encore et puis je te dis à bientôt. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci à Claire pour son partage d'expérience, son expertise et toutes les informations qu'elle nous a apportées aujourd'hui. Si vous connaissez une femme concernée de près ou de loin par l'endométriose, n'hésitez pas à lui partager cet épisode. Une meilleure compréhension de la maladie permet souvent une meilleure prise en charge. Comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, pensez à le partager autour de vous, à laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée et à suivre le podcast pour ne manquer aucun épisode. Vous pouvez également retrouver Claire sur ses réseaux, ainsi que sa formation, l'endométriose de A à Z, pour les professionnels de santé, mais pas que. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, on reste focus et on enclenche le changement. Bye bye. Focus Podcast.